Bonsoir mesdames, messieurs. Alors je vais parler d'un sujet que la plupart d'entre vous connaissez bien, c'est l'occasion d'en débattre, hein. C'est le marché de l'électricité, j'allais dire en France et en Europe. Je vais aborder 4 points de façon un peu inégale. Alors pourquoi, c'est la première question qu'on peut poser, pourquoi le prix des énergies fossiles influence-t-il le prix de l'électricité dans un pays où le mix électrique est à 93% décarboné? Ça peut sembler étonnant. Je dirais le français moyen a du mal à comprendre pourquoi le prix de l'électricité est sous le prix du gaz. Bon. Je dirais un mot ensuite d'un sujet très, très sensible, l'ARENH. Bon, je suppose qu'on y reviendra aussi dans la discussion. Quelle place pour le nucléaire demain? Et puis un sujet important, c'est évidemment les nouvelles perspectives de financement pour le nucléaire en particulier. Actuellement, il y a beaucoup de débats sur comment faire pour trouver des moyens de financement en dehors simplement du principe de l'endettement. Alors, je rappelle qu'en 2021, la structure de la production d'électricité en France métropolitaine, hein, c'est à presque 70% de nucléaire, c'est un peu baissé puisqu'on était quand même à 75, voire au-delà avant. L'hydraulique 12%, l'éolien 7%, le solaire un peu moins de 3%, les bioénergies un peu moins de 2%, le gaz, ce n'est que 6,3%. Le charbon, c'est epsilon, le fioul aussi. Alors, il faut bien évidemment dissocier le prix de gros du prix de détail. Ce qui est en discussion aujourd'hui, c'est surtout le prix de gros qui s'est envolé, puisqu'on était en moyenne aux alentours de 40 € le mégawattheure, c'est-à-dire 4 centimes d'euros le kilowattheure, et on est aux alentours plutôt de 250 en moyenne, avec des pics, je vais y revenir, qui sont très importants. Alors, si on passe au prix de détail, au tarif de détail, il faut là aussi dissocier entre ce qu'on appelle le TRV, le tarif réglementé de vente, qui aujourd'hui est réservé aux consommateurs domestiques, donc c'est le tarif bleu, puisque les tarifs jaunes et verts ont disparu. Et ce tarif, lui, il tient compte évidemment du prix de gros, mais il faut y associer évidemment les réseaux et puis les taxes, et c'est important. Et à côté des TRV, qu'en principe EDF et les EELD seuls propose, on trouve des prix, des contrats en offre de marché qu'EDF peut proposer à ceux qui ne veulent pas être au TRV ou qui ont quitté le TRV ou qui ne peuvent pas y être. Et puis, bien sûr, partout les alternatives. Alors, sur les offres de marché, on trouve 3 principales catégories. Des offres de marché à prix constant. Aujourd'hui, ceux qui ont la chance d'avoir une offre de marché à prix constant sont relativement satisfaits parce qu'ils ne subissent pas en principe l'augmentation pour l'instant. Mais vous savez que la Commission européenne n'aime pas du tout les contrats à long terme, donc elle a tout fait pour que les offres à prix constant ne dépassent pas 2 ans. On trouve des offres de marché avec une indexation sur le TRV, c'est assez courant, et puis bien sûr des offres de marché indexées sur le prix de gros. Alors la Commission européenne adorait ce système des offres de marché indexées sur le prix de gros et elle encourageait ce qu'on appelle pudiquement la tarification dynamique, en disant il faut que le prix payé par le consommateur suive le prix de gros, comme ça lui donne un très bon signal. Bon, elle avait fait ça, je dirais, pendant la crise sanitaire, un peu avant. On n'en entend plus parler maintenant parce qu'évidemment, les tarifs de ce type-là, aujourd'hui, sont à éviter absolument. Pour le consommateur, j'entends. Alors, la structure des prix, je la rappelle, c'est 3 tiers, hein, pour faire simple. Si je prends le TRV, vous avez à peu près un tiers de fournisseurs, à peu près un tiers pour les péages d'accès au réseau de transport-distribution, donc RTE, Enedis, et un tiers de taxes. Alors, je passe tout de suite aux taxes. Sur la droite, hein, vous avez la TVA, la CSPE qui a fusionné avec les TICFE. Hein. Donc, CSPE, contribution au service public de l'électricité, de l'énergie, et TICFE, taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Vous avez des taxes locales, puis vous avez la CTA. Enfin, ça fait quand même 33% de taxes dans le prix payé par le consommateur. Alors, le point sensible, c'est le premier tiers qui est le coût de fourniture, c'est-à-dire, pour l'essentiel, le coût de production et puis le coût de commercialisation. Alors là, grosso modo, c'est pas tout à fait exact. Grosso modo, c'est 70% base nucléaire et 30% marché. La part marché a plutôt tendance à augmenter. Et c'est cette part marché qui aujourd'hui fait grimper fortement le TRV. Alors je rappelle que le marché de gros n'est pas un marché obligatoire. Hein. Actuellement en Europe, dans l'Union européenne, contrairement à ce qui s'était passé avec l'Angleterre au début de la libéralisation, parce que les Anglais étaient en pointe sur la libéralisation, maintenant ils sont en pointe sur la régulation, mais à l'époque, ils étaient en pointe sur
libéralisation, il voulait un marché demi-heure par demi-heure et marché obligatoire. Tous les producteurs devaient vendre sur le marché de gros, tous les consommateurs, tous les fournisseurs devaient acheter sur le marché de gros. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le marché de gros et la partie importante du marché de gros, qui est le marché DED, le marché spot, la veille pour le lendemain, avec un prix toutes les heures, ce marché est un marché facultatif. Il ne s'échange qu'une partie de l'électricité produite. Ça veut dire qu'une partie de l'électricité est vendue hors marché. Néanmoins, ce marché de gros joue un rôle central parce que beaucoup de contrats sont indexés sur le marché de gros. Hein, puis ça envoie un signal, je dirais, à la fois aux consommateurs et aux fournisseurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a assisté depuis mi-2021 à une forte augmentation des prix sur le marché de gros? Parce qu'on avait observé l'inverse pendant la crise sanitaire, les prix étaient devenus très faibles, il y a même eu pas mal de prix négatifs, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ben, il y a eu une conjonction de facteurs. Le premier facteur important, c'est que la demande d'électricité est repartie en 2021 et elle est repartie assez fortement. En même temps, il y a eu une fermeture de centrales pilotables assez importante depuis quelques années en Europe. Alors en France, on a fermé Fessenheim. Je fais juste observer que Fessenheim, c'est deux fois 900 mégawatts. Et si vous regardez les trois unités de charbon aujourd'hui en France, il y en a deux à Cordemais, une dans l'est de la France, 600 mégawatts par 3, ça fait 1800 mégawatts. Donc on est obligé de faire marcher les 3 unités charbon parce qu'on a fermé les 2 unités de Fessenheim. Hein. Bon, on voit que c'est le même chiffre, hein, c'est 1800 mégawatts. Bon. Donc, fermeture centrale pilotable en Allemagne, dans la plupart des pays européens. Alors, en Allemagne, c'est du nucléaire, bien sûr, mais c'est aussi fermeture de centrales à charbon, fermeture de centrales à gaz. Ce qui s'est produit aussi fin 2021, c'est très peu d'injection d'électricité éolienne. Quand il fait très très froid, que les températures augmentent, la demande d'électricité augmente. Et s'il fait très froid, ben, il n'y a pas de production d'éolien. Et donc, on a beaucoup manqué. Les éoliennes, pendant 3 semaines, n'étaient pas du tout au rendez-vous. À ça s'ajoute le fait qu'il y a eu en effet quelques centrales nucléaires à l'arrêt pour des raisons de maintenance et de grand carénage avec des retards liés à la crise sanitaire. Et puis surtout, la principale raison, c'est la très forte augmentation du prix du gaz. Alors vous allez me dire, mais le prix du gaz, en France, il intervient qu'à concurrence de 6 à 7% de la production d'électricité. Certes, en Europe, c'est plus. Et c'est pas vous que je l'apprendrai, mais dans une logique de marché, c'est le coût marginal qui fait le prix. Et donc, comme la centrale à gaz est souvent la centrale marginale, c'est elle qui fait le prix. À cela s'est ajoutée la forte augmentation du prix du carbone. Le prix du CO2 est quand même grimpé à 80 € la tonne de CO2. Et puis, il faut y ajouter le prix du marché de capacité parce que, comme pendant longtemps, les prix de gros étaient insuffisants pour financer les investissements, on a mis en place un marché de capacité qui finance le kilowatt et pas le kilowattheure. Et ce marché de capacité renchérit également le coût de production et de fourniture de l'électricité. Alors voilà la courbe, par exemple, en 2021. Vous pouvez observer en noir, c'est en 2020, et en bleu, c'est 2021. Alors en 2020, le minimum, c'était un prix négatif. On était à moins 17,86 € par mégawattheure, parce qu'il y avait trop d'électricité. Comme l'électricité ne se stocke pas à grande échelle, il fallait payer quelqu'un pour vous en débarrasser. Hein. Donc en 2020, le prix de l'électricité a souvent été négatif. Hein, en Europe. On a même vu, ce qui est encore plus exceptionnel, un prix négatif du pétrole aux États-Unis. Ça n'a pas duré, hein, ça a duré 2 jours. On va dire, mais le pétrole, ça se stocke très bien, certes, mais comme il n'y avait plus assez de stockage, eh bien, il a fallu payer des gens qui s'étaient engagés en quelque sorte à acheter du pétrole qu'ils ne pouvaient pas stocker. Voilà, donc ils ont payé très cher pour s'en débarrasser. Donc l'électricité prix négatif, ça s'est déjà vu. Ça existe en Allemagne depuis 2009. Alors la pointe en 2020 était à 103,79 € par mégawattheure. Bon, une pointe à 90-100 € le mégawattheure, ce n'est pas exceptionnel. Par contre, si vous regardez la courbe en bleu, le minimum en 2021, c'était 17 € par mégawattheure et le maximum, ici, c'est 518 € par mégawattheure. Donc, on a frôlé même pour une heure, je dirais, un prix un peu plus élevé, puis après, ça a rebaissé. Donc, à 500 €, plus de 500 € le mégawattheure. Remarquez, on a fait mieux parce qu'il y a quelques jours, on était à 700. Mais je vais y revenir. Alors, le marché du CO2, le voilà, il a fortement monté. Alors, ça aussi, il y a un impact parce qu'à chaque fois qu'il y a de l'électricité fossile, faite avec des fossiles, eh bien, le coût augmente.
Alors, je disais, je regardais les prix récemment, regardez les prix, alors j'ai pris le 20 février, le 8 mars, c'est récent, le 8 mars, le 9 mars, le 12 mars. Hein, donc, alors, vous voyez que le 8 mars, par exemple, le prix du pétrole valait 125 $ le baril et le gaz était monté à 212 € le mégawattheure. Normalement, le prix du gaz, c'est 30-35 € le mégawattheure hein, sur les marchés à Rotterdam. Là, on était à plus de 200. Alors, résultat des courses, eh bien, en France, on était à 700 € le mégawattheure en pointe à 19 h. On était à 700 € en Allemagne, on était même à 850 en Angleterre. Aujourd'hui, je vous rassure, on est un peu moins, on est à 350 à 19 h ce soir. Enfin bon, c'est quand même très très élevé par rapport à ce qu'on a connu. Parce que normalement, on devrait être à maximum 80 € le mégawattheure. Donc, alors le 12 mars, ça avait baissé puisqu'on n'avait que 290, 235, 355. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas toujours le même prix sur l'ensemble de l'Europe, c'est vrai, parce qu'il y a parfois de la saturation, des congestions aux frontières, saturation, je dirais, entre pays, et donc ça peut expliquer qu'il y ait des divergences de prix. Mais l'Angleterre, qui est isolée d'une certaine façon par rapport au reste de l'Europe, a pu connaître des prix très élevés. Ça a dépassé 1 000 € le mégawattheure, une fois en Angleterre. Alors, je rappelle le principe hein, que les électriciens connaissent bien, c'est que sur un marché, eh bien, on appelle les centrales dans l'ordre des coûts marginaux croissants. Donc, ce qu'on appelle le merit order, on prend l'électricité fatale en premier, le coût marginal est quasiment nul, hein, c'est je dirais l'hydraulique au fil de l'eau, c'est le solaire, c'est l'éolien, ensuite on appelle le nucléaire dont le coût du combustible est très faible, et puis les centrales au charbon, puis les centrales à gaz, et puis on garde éventuellement des barrages pour l'extrême pointe, parce que si on ne sait pas stocker l'électricité, on sait stocker l'eau. Alors ce système, il est cohérent quand vous avez un marché, quand vous avez un mix électrique, c'est-à-dire un parc électrique qui est optimal. Alors ça, Boiteux l'avait très bien montré. Si le parc électrique est optimal, le fait de pratiquer cette tarification permet en principe de financer les coûts fixes, sauf pour la centrale complètement marginale. Pourquoi? Parce que la rente inframarginale des centrales appelées en premier leur permet de financer les coûts fixes, ce qui paraît assez logique. Au fond, l'idée, c'est intuitivement, c'est si je vends le kilowattheure nucléaire à un prix qui est le coût marginal de la centrale à gaz, je vais avoir un différentiel important, c'est une rente qu'on appelle inframarginale. Eh bien, si le parc est optimal, cette rente inframarginale permet de financer les coûts fixes. En fait, ça ne finance pas exactement les coûts fixes, mais je dirais, la logique fait qu'on s'en rapproche. Le seul problème, c'est ce qu'on appelle dans la littérature le missing money, c'est-à-dire la dernière centrale qui, elle, finance avec ce système ses coûts variables, mais pas ses coûts fixes. Donc, il faut prévoir quelque chose de plus pour financer le coût fixe de la centrale marginale. Sauf que le système a complètement dérapé parce que les rentes inframarginales peuvent s'envoler au-delà, je dirais, de ce qui est logique. Et à l'inverse, on peut avoir à certains moments des prix négatifs. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'il n'y a pas, je dirais, un planificateur qui gère de façon optimale le parc. C'est ça le problème, c'est que le marché n'est pas un bon planificateur de ce point de vue. Alors, je rappelle l'ordre de mérite, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la décomposition du coût moyen à gauche, vous voyez que la décomposition du coût moyen, ce qu'on appelle le LCOE, hein, tout le monde, les spécialistes comprennent, là, c'est une étude que j'avais menée avec quelqu'un du CEA, c'était avant la crise sanitaire. Alors, vous voyez, on était aux alentours de 50, 60 €, un peu plus le mégawattheure en moyenne. C'est le coût moyen actualisé. Alors, vous voyez qu'il y a des investissements qui ont beaucoup de jaune, c'est le combustible. En jaune, c'est le combustible. En bleu, c'est le coût en capital. En rouge, c'est des coûts fixes autres que le coût en capital. Et en gris, c'est des coûts variables autres que le combustible. Donc ça, c'est le coût moyen. Donc si on appelait les centrales en fonction du coût moyen, vous voyez que les centrales éoliennes et photovoltaïques seraient appelées en dernier, après le gaz, après le charbon, après le nucléaire, après l'hydraulique. L'appel des centrales sur le marché se fait en fonction du coût marginal. Donc cette fois, on prend seulement la partie jaune, c'est-à-dire les coûts variables. Donc, si vous voulez, pour faire simple, c'est un peu caricatural, mais ici, l'hydraulique, c'est 0, puisqu'il n'y a pas de coût variable, ou epsilon, photovoltaïque, éolien, nucléaire, charbon, gaz. Et donc, c'est l'envolée du prix du gaz. Là, on était à 40 € le mégawattheure pour l'électricité, parce que le prix du gaz était relativement bas. Alors, évidemment, quand le prix du gaz s'envole, on a à ce moment-là une augmentation vertigineuse du prix de gros.
Alors, ce qu'il faut avoir en tête toujours, c'est qu'aujourd'hui, on se préoccupe d'avoir un mix électrique qui soit à la fois décarboné et pilotable parce qu'on veut pouvoir répondre à la demande. Le gros problème, c'est que dans le mix électrique, on a une part croissante, eh bien, de centrales qui sont certes décarbonées, mais qui ne sont pas pilotables. Donc, si on regarde les deux critères, les centrales décarbonées et les centrales pilotables, eh bien, le nucléaire est à la fois décarboné pilotable, l'hydraulique de barrage est à la fois décarboné pilotable, mais les centrales thermiques sont pilotables et carbonées par contre, et les centrales renouvelables, les équipements renouvelables, eux, sont non pilotables et décarbonés, donc mais non pilotables. Et le problème, il est là, c'est que c'est pas en augmentant je dirais, l'installation d'éoliennes et de solaires qu'on va régler le problème de la pointe, je dirais surtout en hiver, évidemment. Parce que même s'il y a un peu de vent en hiver le soir, pas nécessairement d'ailleurs, on l'a vu en fin 2021, on est sûr qu'il n'y a pas de soleil. Alors à ça s'ajoute le coût du marché de capacité. Alors le marché de capacité, c'est une rustine qui a été mise en place parce que les prix de gros ne permettaient pas de financer les coûts fixes. Donc on a mis en place un système qui permet d'être sûr que les capacités seront disponibles aux heures de pointe, c'est-à-dire qu'on ne manquera pas de capacité, qu'on ne manquera pas, je dirais, de kilowatts pendant certaines heures. Donc, on rémunère en quelque sorte cet engagement de la part des producteurs à assurer que leurs centrales seront disponibles aux heures où on en a besoin. Alors, les Français ont mis en place un système de marché, les Anglais aussi, mais les Allemands n'ont pas mis le même système. D'ailleurs, l'Europe, c'est un bon exemple où l'Europe aurait pu au moins se coordonner pour avoir le même système, mais les systèmes sont très différents d'un pays à l'autre. Bon, ça montre que, je dirais, dans ce domaine-là, c'est quand même la politique nationale qui, en principe, est dominante. Alors, ce graphique est intéressant parce qu'il montre que quand vous faites beaucoup de renouvelables, vous êtes obligé d'investir beaucoup. Regardez la France, au total, on a 136 gigawatts d'investissement, les Allemands à 233, mais regardez, nous, on a du rouge, c'est le nucléaire, ils ont très peu de rouge, hein, c'est en mégawatts. En gigawatts, pardon. Nous, on a un peu de thermique à flamme, ils ont pas mal de thermique à flamme, hein, puisqu'on a encore beaucoup de charbon, de lignite et de gaz. Et alors, regardez la part très importante de centrales à la fois éoliennes et solaires, hein, c'est considérable. Et bon, alors la pointe est un peu plus élevée en moyenne en France qu'elle l'est souvent en Allemagne, mais ils ont des capacités extrêmement importantes, ils ont beaucoup investi, mais tout simplement parce que le facteur de charge des renouvelables n'est pas suffisant pour satisfaire la demande, donc ils sont obligés d'investir massivement dans des renouvelables. Alors ça, c'est un graphique qui est assez parlant, hein, je l'ai emprunté d'ailleurs, c'est écrit à Jean Fluchère, hein, qui montre qu'entre 2005 et 2021, on a fermé beaucoup de centrales pilotables. Regardez, 2020, on a fermé 34 650 mégawatts, 34 gigawatts, hein, c'est énorme. Bon, on le voit bien, les Allemands ont fermé pas mal de thermique, les Français ont fermé du nucléaire, un peu de thermique. Le résultat, c'est qu'en Europe, on manque de centrales pilotables. Et ce n'est pas en investissant dans des renouvelables qu'on réglera le problème de la pointe. Alors, ce graphique-là, il est également Jean-Pierre Pervès, hein, où on voit, regardez la production. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est le ratio en bas entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne, c'est 10% de plus de production que la France. Bon, c'est un pays plus peuplé. La puissance, c'est 1,6, c'est-à-dire c'est 60% de plus. Hein. Si vous regardez le CO2 émis, évidemment, hein, il n'y a pas photo. Hein. Les Allemands, ils ont beaucoup de centrales fossiles, donc c'est énorme. La puissance intermittente est 4,5 fois plus forte en Allemagne qu'en France. Et le prix du mégawattheure, ben, il est 70% plus élevé en Allemagne qu'en France, parce que le coût des renouvelables fait que nous, on paye à peu près 20 centimes d'euros le kilowattheure dans le TRV. Eux, ils en sont à plus de 30 centimes d'euros. Alors, c'est un sujet, je dirais, assez bien connu. C'est l'impact des renouvelables. Les éoliennes, comme le solaire d'ailleurs, l'éolien bénéficie de prix d'achat garanti. C'est moins vrai maintenant, parce que maintenant, on utilise plutôt les compléments marchés, voire les appels d'offres. L'éolien, il exerce des effets d'éviction sur le nucléaire, c'est-à-dire que comme il est prioritaire, on a un système où c'est le nucléaire qui, en quelque sorte, fait l'équilibre, hein, et donc réduit la puissance pour laisser passer les renouvelables, ce qui est quand même, dans certains cas, un peu aberrant. Et si on tient compte du coût de stockage, déstockage, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosystème, on n'en tenait en général pas compte. Il faut être honnête, la dernière étude de RTE commence à en tenir compte, et ça, c'est quand même un progrès par rapport au passé.
Donc, c'est un élément qu'il faut, là aussi, introduire dans la discussion. Alors ça, on voit bien, hein, le facteur de charge du nucléaire qui diminue. Alors vous allez me dire, mais il diminue en été, c'est normal, parce qu'on arrête les centrales nucléaires en été pour faire la maintenance, donc il n'y a pas que l'effet renouvelable ou que l'effet solaire qui joue. Enfin, on voit bien quand même que le suivi de charge, il est fait par le nucléaire, ce qui peut quand même, dans certains cas, je dirais, poser problème. C'est un coût élevé, parce que là, vous avez le coût supporté par le consommateur. Alors nous, c'était la fameuse CSPE qui maintenant a fusionné avec la TICFE, et les Allemands, c'est Liege Umlage. Alors vous voyez que, eh bien, en euros par mégawattheure, c'était relativement important. Alors ça a baissé en 2022 parce que les Allemands ont réduit les aides renouvelables, parce que comme le prix du marché a monté, les aides renouvelables en complément marché ont fortement chuté, et nous, ça a été fortement réduit parce que le gouvernement a décidé, eh bien, de faire passer la TICFE de 22,5 centimes, de 22,5 euros par mégawattheure à 1 euro par mégawattheure. Pour les professionnels, c'est 0,5 et pour les particuliers, c'est 1 euro. Mais vous voyez que ça explique le surcoût pour les Allemands, parce qu'en milliards d'euros, c'est relativement important. Nous, on dépense en moyenne, on dépensait à peu près 5 milliards par an, eux, ils sont à 33 milliards. Alors ça, c'est l'idée, il faudrait que le LCOE, le coût moyen, tienne compte du coût système. Alors c'est une étude que j'ai menée toujours avec Stanislas Pommeret du CEA, où on a essayé de calculer un peu les coûts systèmes. Alors les coûts systèmes, c'est ce qu'on peut appeler externalité, coût système, c'est ce qui est en vert. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, il faut tenir compte du coût de stockage pour les renouvelables. Il faut tenir compte, alors on tient compte déjà du prix du CO2 pour les centrales thermiques qui utilisent des fossiles. C'est logique. Alors si on introduit comme coût système la gestion des déchets nucléaires pour le nucléaire en plus, on voit que de toute façon la logique fait que l'hydraulique et le nucléaire passent toujours avant les autres. Et les coûts systèmes des renouvelables, si on les introduit, sont relativement importants. Alors les coûts systèmes, ce n'est pas seulement le coût du stockage, le coût système, c'est aussi l'impact que l'injection d'électricité renouvelable peut avoir sur les réseaux. C'est le problème du maintien de la fréquence. Et donc, qui maintient la fréquence en Europe, c'est les pilotables. Et dans les pilotables, si on regarde quels sont les équipements qui jouent un grand rôle pour le maintien de la fréquence sur l'ensemble de l'Union européenne, c'est le nucléaire français. Donc ça, c'est un service rendu qui n'est pas valorisé. C'est-à-dire on ne paye pas pour ce service de maintien de la fréquence. Certains disent qu'il faudrait tenir compte de tous ces coûts systèmes. C'est actuellement une réflexion, même RTE mène actuellement cette réflexion, c'est intéressant. Alors ça, c'est le coût marginal, cette fois, avec les externalités. Donc si vous introduisez les externalités ou les coûts systèmes avec les renouvelables, tout à l'heure, on était à 0, on avait 0 pour l'hydraulique quasiment, 0 pour le photovoltaïque, 0 pour l'éolien. Et si vous prenez compte de ces coûts de stockage, eh bien en gris, vous voyez que le photovoltaïque et l'éolien passent après le nucléaire. Il reste avant le gaz ou avant le charbon, mais ça, c'est parce que le coût du combustible est relativement élevé. Donc, même en coût marginal, il est faux de dire que le photovoltaïque et l'éolien ont un coût marginal nul, parce qu'il faut tenir compte de ces coûts systèmes. Alors, le coût système, c'est aussi, par exemple, le fait que quand vous avez trop d'électricité injectée sur le réseau de distribution, il faut la remonter sur le réseau de transport, et ça, il y a un coût, je dirais, de réseau. Il faut lister tous ces coûts systèmes, ils sont relativement nombreux. Alors, ce graphique est emprunté à EDF, c'est le document qui vient de sortir EDF, il est intéressant parce qu'il vous montre la moyenne. Alors attention, c'est une moyenne des prix de marché spot en 2021. Tout à l'heure, je vous ai montré la volatilité absolument invraisemblable. Là, vous avez la moyenne. Alors, ce qui vous frappe, c'est que dans tous les pays européens, la moyenne est élevée, mais surtout, c'est le delta, le supplément par rapport à 2020. C'est-à-dire le plus, vous voyez, en France, la moyenne est à 109 euros par mégawattheure, plus 77 euros par rapport à 2020. En Allemagne, c'est plus 72 euros par rapport à 2020. Donc oui, on a, je dirais, non, en Allemagne, pardon, c'est plus 66. En Allemagne, c'est plus 66. En Italie, c'est plus 86. Voilà. En Espagne, c'est plus 78. Donc, par rapport à 2020, on a eu une très, très forte augmentation en 2021 et 2022 ça s'annonce pas très, très bon de ce point de vue parce que vu les prix qu'on observe aujourd'hui, c'est, je dirais, probable que le prix moyen va fortement augmenter.
Alors, quels sont les outils de flexibilité? Parce qu'aujourd'hui, le maître mot pour les électriciens, c'est de la flexibilité. Alors, bien sûr, il y a toujours l'effacement, ça, on connaît ça depuis longtemps en France, puisqu'EDF avait introduit le tarif EJP et puis tous les systèmes de ce type. Donc, de plus en plus, il faut des capacités d'effacement. Le stockage par batterie, mais ça règle qu'une partie du problème à court terme. Alors, évidemment, beaucoup insistent sur le stockage sous forme d'hydrogène, via la méthanation notamment, mais ça reste encore un peu, je dirais, à l'état de projet. Les importations, alors les importations à bien plaire, c'est très bien, mais tout le monde ne peut pas importer en même temps. Hein. Donc, s'il y a un problème sur l'ensemble de l'Europe, c'est pas en comptant sur les voisins qu'on pourra le faire. Alors, on entend de nouveau parler du délestage. C'était un concept qu'on n'utilisait plus, mais le ministère avait envisagé, avait dit, bon, bah, après tout, il pourrait y avoir des délestages ciblés. Hein. Bon, c'est quand même assez étonnant d'en être arrivé là en disant, bah, finalement, il n'y aura peut-être pas d'électricité pour tout le monde. Bah, il faudra s'y habituer, pourquoi pas. Alors, l'autre sujet qui est important, qui est, je dirais, politiquement sensible, c'est évidemment le fameux accès régulé à l'énergie nucléaire historique, c'est-à-dire, au fond, c'est la conséquence de la libéralisation. Alors, je rappelle que la loi de 2010 prévoit que les concurrents d'EDF doivent pouvoir accéder à une partie du nucléaire historique à un coût qui correspond à l'époque au coût que supportait réellement EDF pour ce nucléaire qui était en partie amorti. Il faut rappeler un peu le contexte, je suis prêt à y revenir dans la discussion bien évidemment, c'est que quand l'ouverture s'est faite en 2000, le prix du pétrole était très bas. Et donc le prix de l'électricité faite avec du gaz était très bas, parce que le prix du gaz suivait le prix du pétrole. Les concurrents d'EDF ont pu gagner des parts de marché. Les choses ont changé en 2004 quand le prix du pétrole a commencé à monter. Il s'est envolé puisqu'en 2008, il a atteint ce qu'on n'a pas encore retrouvé vraiment, 147 $ le baril. À ce moment-là, le prix du gaz s'est également envolé et donc l'électricité thermique coûtait très cher. Donc les concurrents d'EDF ont dit, mais nous, on ne peut pas concurrencer EDF puisque on nous dit c'est libéralisé, mais on ne peut pas avoir de clients puisqu'on n'a pas accès à, je dirais, ce nucléaire qui a été financé dans un contexte différent. On veut pouvoir en profiter puisque c'est en quelque sorte un atout-maître. Alors, à l'époque, le gouvernement, pour aider les industriels qui avaient quitté EDF et qui étaient, je dirais, en offre de marché, pour les aider à revenir, ils ne pouvaient pas revenir au TRV à l'époque, c'était interdit. Juridiquement, c'était interdit. Donc, ils avaient obtenu que le Parlement vote le fameux TARTAM. Ce fameux TARTAM, c'était une sorte de TRV un petit peu supérieur au tarif réglementé d'EDF, mais qui suivait le tarif d'EDF. Donc, le TARTAM, il suivait le TRV d'EDF et il était complètement déconnecté du prix de gros, qui, lui, continuait à monter. Et donc, ce TARTAM, je dirais, c'était un moindre mal pour les industriels, sauf que la Commission européenne a considéré que c'était contraire aux directives. Et donc, il y a eu une action en justice contre le gouvernement français, enfin contre la France, puisque l'action en justice, ce n'est pas contre le gouvernement, c'est contre la France. Et donc, comme la France, d'ailleurs, à l'époque, prendre la présidence de l'Europe, il fallait trouver une solution. Donc, une solution, c'était, enfin, il y avait deux solutions possibles. La première, c'était de dire, bon, ben, EDF a un atout-maître par rapport aux concurrents. Ben, c'est quoi cet atout-maître? C'est au fond la rente nucléaire. C'est le fait qu'elle a des actifs qui ont été en partie amortis, c'est un avantage comparatif. Eh bien, cette rente nucléaire, on va la prélever par une taxe et la redistribuer aux Français. Première solution. C'est la solution que va retenir la Belgique. Hein. Ça va très mal se passer puisque Engie va attaquer, enfin GDF Suez à l'époque, Engie va attaquer par 3 fois devant la Cour constitutionnelle le gouvernement belge en disant que c'est illégal. Par 3 fois, d'ailleurs, Engie sera débouté. Bon, finalement, ils vont réussir un compromis en 2015. Il y aura un compromis où la taxe va être revue à la baisse. Mais c'est une solution qui avait été écartée en France. Et en France, la solution qui avait été retenue, c'était, eh bien, puisqu'EDF a un atout-maître, il faut faire profiter les concurrents, mais à l'époque, il y avait très peu de concurrents. Hein. On n'avait pas prévu qu'il y aurait 80 concurrents. Les concurrents à l'époque qui étaient envisagés, c'était plutôt Engie, enfin GDF Suez, ça pouvait être Total à l'époque aussi, mais c'était plutôt les filiales des compagnies étrangères. Donc c'était un nombre relativement limité. Ce n'était pas les 81 qu'on a aujourd'hui, qui sont aujourd'hui simplement des financiers qui achètent pour revendre. Donc, il faut en quelque sorte qu'EDF vende 100 TWh, le quart de la production de l'époque, à un tarif régulé. Ce tarif régulé avait été fixé
non pas par la commission de régulation, mais par le gouvernement d'abord à 40 en 2011, à 42 € par mégawattheure au 1er janvier 2012, et il était prévu à la fois dans la commission Champsor et dans la loi de NOM de 2010, il était prévu qu'on revisite régulièrement le prix de l'Arenh, c'est-à-dire qu'elle devait être indexée sur l'inflation, et éventuellement le système devait être revu régulièrement par la CRE, ce qui n'a pas été fait. Donc, il ne faut pas oublier que le contexte de l'époque est complètement différent de ce qui va se passer ensuite. J'ajoute, et c'est un point important, qu'à l'époque, il était clair que ce système-là, qui était pérenne pour 10 ans, pourquoi 10 ans? Ça peut paraître long, parce que l'argument, c'était il faut que les concurrents aient le temps d'investir. Donc, ce système-là est un système transitoire pour permettre aux concurrents d'investir, ce que les concurrents n'ont pas fait. En fait, ils ont investi, mais uniquement dans des renouvelables aidés, mais à l'époque, personne n'avait envisagé que les renouvelables se développent aussi vite. Donc, c'est un système, si vous voulez, qui a été mis en place dans un certain contexte. Le contexte a changé, la loi n'a pas vraiment été respectée, et donc on s'est retrouvé avec un système d'une complexité incroyable, et aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment en sortir. Alors, vous voyez que ces 100 TWh, pendant longtemps d'ailleurs, ces 100 TWh n'ont pas toujours été demandés. Là, vous avez les prix... Vous avez la moyenne annuelle du prix de l'électricité sur le marché de gros par rapport au prix de l'Arenh à 42. Alors 42, ça commence en 2012. Hein. Vous voyez que le prix du marché, parfois un peu au-dessus, il a même été en dessous en 2015 et 2016. D'ailleurs, à ce moment-là, les concurrents d'EDF ne demandaient pas d'Arenh. Évidemment, l'Arenh, c'est une option gratuite. Ils ne sont pas obligés d'en demander, c'est une option gratuite. Mais ce n'est pas une véritable option parce qu'il n'y a pas de prime. Donc aujourd'hui, c'était une solution, c'est éventuellement de revoir le système. Alors, on voit que le plafond de l'Arenh, pendant longtemps, n'a pas été atteint. Par contre, il est atteint depuis 2019, 2020, 2021 et même 2022, puisque en 2021, il y a eu 146 TWh de demandés. En 2022, c'est 160 mégawattheures demandés. Donc, à ce moment-là, alors qu'est-ce qui est prévu quand la demande excède le plafond? Eh bien, il est prévu de faire ce qu'on appelle un prorata, c'est-à-dire que vous n'aurez qu'une partie de ce que vous avez demandé. Mais alors où le système devient d'une complexité incroyable, c'est que si vous écrêtez la demande d'Arenh, c'est-à-dire vous ne donnez pas la quantité que vous voulez, pour éviter que l'opérateur historique EDF ait un avantage, le même écrêtement va s'appliquer au TRV. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, puisque vous n'avez le droit qu'à 60%, eh bien, la part du nucléaire dans le TRV ne sera que de 60%. Vous voyez ? Donc, c'est un système, je dirais, assez compliqué. Alors ça, on voit la part de marché d'EDF, hein, on voit que les fournisseurs alternatifs ont fortement grignoté hein, la part de marché d'EDF, en particulier chez les professionnels. Alors, on voit à la fois le prix réglementé et les offres de marché. Alors, si vous regardez le prix payé en 2021 au niveau du TRV, on était à peu près à 19 centimes d'euros, 194 € par mégawattheure. Vous voyez, bon, les taxes, notamment la fameuse TICFE à 22,5 € par mégawattheure, le turc, 54 €, et puis le coût de production commercial, 74. Alors, regardez ce qui se passe en 2022. Le coût de production, il passe de 74 à 105. Ce qui est en vert, là, c'est le coût de production, évidemment. Le turc, il ne bouge pas. Alors, la TICFE, elle a été supprimée parce que, comme le ministre s'était engagé en septembre à plafonner à 4% la hausse du TRV, il fallait bien qu'il trouve une solution. Hein. Donc, il a commencé par supprimer quasiment la TICFE, de sorte que l'augmentation n'est que de 4%, alors qu'elle devrait être de 35%. L'augmentation du TRV devrait être de 35% depuis février 2022, 35% TTC, 44% hors taxe. Vous voyez l'augmentation, hein. C'est relativement important. Alors, finalement, l'Arenh, c'est que, où ça c'est compliqué, c'est que, bien sûr, EDF est obligé de vendre 100 TWh, mais le gouvernement a rajouté, dans les circonstances actuelles, 20 TWh supplémentaires. Alors, officiellement, EDF était d'accord, hein, puisque l'État a dit, on s'est entendu avec EDF a fait un effort, et donc a accepté de donner 20 TWh d'Arenh supplémentaires. Alors, quand même, on va être gentil, on ne va pas le faire à 42, on va le faire à 46,2. Hein. Bon, 46,2, finalement, ça veut dire que c'est un peu quasiment le taux d'inflation entre 2011 et 2021. Hein. C'est à peu près, c'est 13% d'augmentation, je crois. Donc, c'est à peu près ça. Mais ça ne correspond pas au surcoût, parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement l'inflation depuis 2012, c'est aussi les investissements supplémentaires pour la sûreté et pour la maintenance. Et ça, ce n'est pas pris en compte. Et là, c'est, je dirais, une erreur importante, parce qu'il était prévu dans la loi
que le prix de l'Arenh devait à la fois tenir compte de l'inflation, mais aussi des investissements de sûreté supplémentaires, puisque c'était en 2011, c'est Fukushima, rappelez-vous, et à ce moment-là, l'ASN a dit qu'il faut faire des investissements supplémentaires. Et le gouvernement a dit, mais de toute façon, on en tiendra compte. Ils n'en ont pas tenu compte. Ils n'ont pas tenu compte des coûts des investissements supplémentaires et des coûts de maintenance qui ont également monté. À ça s'ajoute que les pertes de RTE Enedis sont compensées grâce à l'Arenh aussi. Au total, c'est 145 TWh. Il ne vous a pas échappé qu'EDF produit un peu moins de kilowattheures, de térawattheures nucléaires, puisqu'on était à 400, voire un peu plus de 400 au début. Maintenant, on est à 330 et on risque d'aller à 300, 305 cette année. Donc, quand vous êtes à 145 par rapport à 305, c'est plus 25%, vous êtes à 50% de la production nucléaire. Et ça, c'est quand même un élément qu'il faut avoir en tête. Alors, la demande d'Arenh explose, évidemment, parce que, je dirais, les concurrents d'EDF, plus ils ont des clients, plus ils demandent de l'Arenh, plus ils ont de l'Arenh, plus ils ont des clients. Donc, c'est, je dirais, un cercle vicieux. Hein. C'est ce qu'on appelle, je dirais, un peu le syndrome de la mort, hein, puisqu'au fur et à mesure que vous en demandez, ben, vous prélevez sur l'opérateur historique. Alors, il y a ce fameux écrêtement hein, qui aujourd'hui est de 62,5%, c'est-à-dire que le solde va sur le marché. Mais on applique, comme je vous l'ai dit, le même système au TRV. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, c'est que finalement, on transpose au niveau du TRV un système qui est pour l'offre de marché. Alors, pour limiter la hausse, ben, vous l'avez vu, hein, le gouvernement a dit, eh bien, je vais limiter la hausse, j'en prends moitié à ma charge, c'est-à-dire la TICFE, c'est-à-dire 8 milliards pour faire simple, et puis je vais demander à EDF de prendre les 8 autres milliards, puisqu'ils avaient fait le calcul, ça coûterait 16 milliards. Donc EDF a dit, ça va me coûter 8 milliards, parce qu'ils ont mis en place un système. Alors, je vous fais une histoire un peu courte. Aujourd'hui, ça va coûter d'ailleurs un peu plus que 8 milliards, ça va coûter probablement 10 milliards. Plus le fait que, comme il n'y a pas assez de production nucléaire, il va falloir acheter sur le marché une partie de l'électricité vendue sur le marché à terme, mais ça, c'est un autre problème. Comment se passe ce système actuel? C'est-à-dire que EDF a l'obligation de vendre 20 TWh supplémentaires à 46,2 € par mégawattheure, mais comme EDF a vendu très largement sur les marchés à terme cette électricité, EDF doit en quelque sorte racheter sur le marché physique la quantité au prix qui est très élevé. Alors, on a pris non pas le prix au jour le jour, on a pris une moyenne des prix. La moyenne des prix de gros, c'est 252 € par mégawattheure. Donc, EDF va racheter à 252 € par mégawattheure 20 TWh. L'entreprise va revendre à ses concurrents à 46,2 € par mégawattheure. Résultat des courses, ben vous faites le calcul, 150, ça fait 150 € de différence. Sur 20 TWh, ça coûte à peu près 4 milliards. Comme dans le même temps, EDF ne peut pas augmenter le TRV comme c'était souhaité, hein, puisqu'il est plafonné, eh bien, EDF, là encore, perd à peu près un manque à gagner de 4 milliards. Donc, il y a un coût réel de 4 milliards parce qu'il faut racheter plus cher qu'on vend, et il y a un manque à gagner de l'ordre de 4 milliards. Donc, c'est au minimum 8 milliards. Certains disent que ce sera même un peu plus. Donc, on voit bien que le système n'est pas pérenne, ça ne peut pas continuer, je dirais, à ce rythme. Alors, quelle réforme? Ben, certains disent depuis quelque temps, bon, on a mis en place un système, il aurait peut-être fallu se rendre compte, je dirais, au fil du temps que ce système, il ne marchait pas aussi bien que ce qu'on pensait qu'il marcherait, donc il aurait fallu le supprimer. On avait une occasion de le supprimer en 2015-2016, quand les prix de gros étaient plus bas que l'Arenh. L'occasion n'avait pas été saisie. Ça aurait été très facile. Il suffisait de changer un tout petit peu la loi, il suffisait de mettre un amendement dans une loi et on supprimait l'Arenh. Et ça réglait en partie le problème. Bon. Deuxième solution, ce que veulent les alternatives, c'est encore plus d'Arenh. Donc, évidemment, ils demandent 150 TWh d'Arenh. Alors, troisième solution qu'avait exploré le gouvernement, c'était un système de corridor, c'est-à-dire que vous n'achetez pas l'Arenh à un prix fixe, mais vous l'achetez à un prix qui peut fluctuer entre certaines limites. Alors, ça avait un sens quand la moins 15 à plus 700, je dirais, c'est plus un corridor, hein. C'est un énorme tunnel. Hein. Donc, le système, à mon avis, ne peut pas marcher. D'où la quatrième solution, alors je ne sais pas si c'est celle vers laquelle on va, mais quatrième solution que certains, je dirais, ont en tête aujourd'hui, c'est il n'y a qu'à considérer qu'il faut faire 100% d'Arenh, d'une certaine façon, c'est-à-dire il faut considérer que la production nucléaire, eh bien, c'est un atout pour l'ensemble de l'économie française, comme les réseaux,
C'est ce qu'on appelle dans le langage anglo-saxon une essential facility. C'est-à-dire que vous allez avoir, je dirais, un droit d'accès à l'arène qui sera ouvert en vertu ou en fonction du portefeuille client, qui sera ouvert à tous, EDF compris. Donc EDF, fournisseur, comme les alternatives, achèteront des fournisseurs d'électricité nucléaire ce nucléaire à un prix qui sera un prix. Alors, et tout de suite, évidemment, la conséquence vient à faire en effet un bloc complètement public. C'est ce que certains appellent la renationalisation totale d'EDF. Bloc totalement public, on y mettrait probablement l'hydraulique, et puis à séparer le reste des activités, renouvelables, fourniture d'électricité. Mais à ce moment-là, la conséquence, les syndicats l'ont compris tout de suite, c'est évidemment, je dirais, le démantèlement d'EDF en deux composants. C'est le fameux EDF bleu, EDF vert, qui avait été, je dirais, oublié, mais qui semble ressurgir un peu maintenant. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais beaucoup considèrent aujourd'hui que il faut profiter de ce nucléaire, mais on ne voit pas très bien comment je dirais, faire autrement que de refaire un nucléaire qui serait, je dirais, géré par une entreprise publique ou à tout le réseau. Alors, quelle place pour le nucléaire demain? Je ne veux pas étendre trop. Simplement, je voudrais juste rappeler, mais vous connaissez probablement les scénarios qui ont été faits par RTE. Alors, RTE est très, 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 très optimiste puisqu'ils disent que les calculs, pour eux, on va passer d'une consommation finale de 1600 TWh aujourd'hui à 930 TWh demain. Attention, c'est toutes énergies finales confondues. Ils font plus ça en tonnes d'équivalent pétrole. On ne va pas faire des calculs en tonnes d'équivalent pétrole en 2050 puisqu'il n'y aura plus de pétrole. Bon, donc, on fait les calculs en électricité. C'est logique. Bon. Donc, ce n'est pas que de l'électricité. Simplement, la part de l'électricité qui est de 25% aujourd'hui sur les 1600 TWh devrait monter à 55%. Donc, il y a bien une électrification des usages qui est prévue. Alors, personnellement, je trouve que c'est une hypothèse très, très, très optimiste, une efficacité très, très forte, puisque ça revient à baisser la demande d'énergie finale de 40%. Alors, j'explique ça comme ça en disant qu'il y a une augmentation très forte de l'électrification des usages, en particulier en jaune, vous le voyez, c'est le transport. Mais il y aura beaucoup d'efficacité, donc on va passer en électricité, cette fois, de 475 TWh d'électricité finale à 647 TWh. Si vous regardez l'Académie, les rapports de l'Académie des technologies ou de l'Académie des sciences, ils sont plutôt à 750-900. L'Académie des sciences est plus proche de 900 que de 647. Donc, à ce moment-là, on est loin, je dirais, de la quantité d'électricité dont on aura besoin. Mais ça, je dirais, c'est au cœur du débat de l'année prochaine, la fameuse PPE de 2023, c'est-à-dire la nouvelle loi de programmation de l'énergie qui va être en principe mise à débat l'an prochain. Bon, ça c'est pour expliquer un peu comment ça se passe. Vous voyez les secteurs, bon, évidemment les transports, le tertiaire, le résidentiel, l'industrie, bon, électrification des usages. Alors ce qui est intéressant quand même, ce qui est intéressant dans les scénarios RTE, et ça je pense c'est un progrès, c'est que pour la première fois ils montrent, parce qu'à RTE ils sont plutôt favorables aux renouvelables, il faut... Donc, ce qu'il faut, ils ont exploré beaucoup de scénarios avec beaucoup de renouvelables, même 100% de renouvelables. Je ne pense pas qu'ils y croient vraiment. Mais enfin, ils l'ont exploré, peut-être aussi un peu sur ordre. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui est en rouge, parce qu'ils ont quand même pris en compte ce qu'ils appellent les coûts de flexibilité. Et donc, ce qui montre, c'est que si on tient compte des coûts de flexibilité, le scénario qui est complètement à droite, qui est le scénario où ils mettent 50% de nucléaire, coûte moins cher que les scénarios avec plus de renouvelables. Donc, RTE, je dirais, il faut être honnête, quand vous regardez le rapport, ils reconnaissent que les scénarios renouvelables seront des scénarios coûteux et qu'un scénario avec plus de nucléaire sera moins coûteux qu'un scénario renouvelable. Ça, je crois que c'est important de le dire. Le regret qu'on peut avoir, c'est qu'ils n'aient pas exploré un scénario avec plus de nucléaire que 50%, parce qu'ils se limitent à 50%. Alors, quand on regarde, évidemment, la puissance installée en 2050, vous voyez, dans le scénario complètement renouvelable, vous avez 208, alors c'est quoi? C'est la consommation finale d'électricité. Oui, vous avez à gauche 208 gigawatts d'électricité solaire, 136 gigawatts d'éolien. Pas de nucléaire ancien, ni pas de nucléaire nouveau.
Dans le scénario avec 50% de nucléaire, vous avez 70 gigawatts de solaire, 65 gigawatts d'éolien, 24 de nucléaire historique, mais à mon avis, en 2050, toutes les centrales sont quasiment à l'arrêt. C'est pour ça que je suis un peu surpris qu'ils gardent encore, qu'ils pensent qu'il y a encore des centrales qui seront disponibles, et 27 de nouveaux nucléaires, dont 14 EPR et 20 SMR. C'est relativement modeste, parce que si vous regardez ce qu'a dit le président de la République dans sa conférence de presse, il est encore plus ambitieux. Parce qu'on nous dit, il a annoncé une reprise du nucléaire. Oui, nucléaire historique, 24. Quelle puissance sera réellement disponible? Question. 27 de nouveaux nucléaires, puisqu'on a parlé de 14 EPR plus 20 SMR. Mais en même temps, 100 gigawatts de solaire et 77 gigawatts d'éolien, c'est-à-dire plus que le scénario RTE. Ça veut dire qu'on met l'accent sur quand même beaucoup d'investissements dans les renouvelables. Donc certains disent, ce n'est pas 27 de nucléaire nouveau qu'il faut faire, c'est beaucoup plus. Alors je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à la proposition de M. Merlin, mais en tout cas, 27, ça reste relativement modeste à l'horizon 2050. Donc, si vous voulez, les principales conclusions des 6 scénarios sont un peu celles-là. On va de 100% de NR à 50% de nucléaire à l'horizon 2050. On regrette que RTE peut regretter que RTE n'ait pas envisagé un scénario à 70% de nucléaire, par exemple, ou même 60%. Hypothèse très optimiste, j'ai mis en rouge sur l'efficacité énergétique. Dans le scénario de référence, la consommation d'électricité passerait de 475 à 647. Comme je vous l'ai dit, certains considèrent que ça va dépasser, notamment l'Académie des sciences, elle, est sur un scénario de 900. Et on fait quand même beaucoup de renouvelables. Simplement, le point important, je l'ai déjà dit, c'est que les scénarios avec une proportion non négligeable de nucléaire sont moins coûteux que les scénarios renouvelables. Et ça, je dirais, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en évidence. Alors là, je vous ai mis juste les puissances installées en 2021. Vous voyez, bon, ça, vous les connaissez. Ça, c'est ceux qui veulent sortir en rouge, ceux qui veulent rentrer en bleu en bas, la Pologne, ceux qui veulent sortir, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, maintenant, ils n'en ont plus que 3. Alors on avait pensé peut-être, suite à la crise ukrainienne, que les Allemands allaient dire, finalement, on ne ferme pas les centrales. Ils se sont vite repris, si j'ose dire, puisqu'ils ont dit, non, on ne fermera pas les centrales à charbon, mais on fermera quand même les centrales nucléaires. Donc, je dirais, la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne, c'est quelque chose vraiment très, très ancré dans l'opinion et dans les gouvernants. La Belgique, les 2 réacteurs qui devraient être prolongés, pour l'instant, la Belgique, c'est pas très clair. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui va être décidé. Pour la Suède, c'est une sortie, je dirais, un peu du type opéra, c'est-à-dire on sort, mais sans sortir tout en sortant. C'est pas vraiment une sortie, parce qu'ils l'annoncent, mais en fait, ils gardent les réacteurs. Alors, la question, et je termine par là, c'est comment financer les nouveaux investissements. Alors, certains disent, oui, la taxonomie a enfin pris en compte le nucléaire. Oui, mais enfin, les Allemands se sont bien battus pour qu'il n'y soit pas, et ils ont tout fait pour que le gaz y soit. Évidemment, c'était avant la crise ukrainienne, mais d'une certaine façon, on pourrait dire, bon, le nucléaire y est, le gaz aussi, il fallait faire un compromis. Simplement, il faut quand même voir qu'on a mis des contraintes. Alors pour le gaz, la contrainte n'est pas très très méchante, il faut émettre pas trop de CO2 par kilowattheure. Pour le nucléaire, c'est beaucoup plus embêtant parce qu'on a mis des dates butoirs. Et donc, j'allais dire, le diable est un peu dans les détails parce qu'il y a 2045 pour les nouvelles centrales et 2040 pour les travaux d'allongement. C'est pas très bon parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait engagé tous les projets d'ici là. Alors certains disent, oui, mais d'une certaine façon, ça va nous inciter à aller plus vite. On peut voir, je dirais, dans cet inconvénient, une sorte d'avantage, en disant ça va nous forcer à aller vite. En fait, je crois que le point important, et c'est probablement là que se fera une partie du débat sur le nucléaire dans les prochains mois, c'est que la France ayant abandonné les projets de surgénérateurs et donc en mettant, je dirais, de côté Astrid, c'est une occasion, je dirais, de relancer ces projets de Astrid parce que ça règle une grande partie de l'indépendance électrique de la France. Alors, le projet, les nouveaux EPR, comme vous l'avez vu probablement, le coût de production serait à peu près de 8,6 milliards par EPR2, c'est-à-dire 51-52 milliards au total, hors évidemment charges financières. Tout va dépendre évidemment de la façon dont se fait le financement. Alors si c'est un financement à 1%, ça mettra
le mégawattheure nucléaire à 40 €. Si c'est à 4%, ça le mettra à 60. Si c'est à 7%, ça le mettra à 100 €. Donc, évidemment, à ce moment-là, c'est logique, le mode de financement est important. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, une grande discussion est menée sur la façon de financer le nouveau nucléaire. Alors, je dirais qu'il y a 4 schémas importants. Il y a le schéma classique à gauche, c'est l'emprunt, les actions, les dotations en capital, c'est-à-dire soit EDF s'endette, ça a été le cas du plan Messmer. EDF s'est endetté très largement sur le marché américain, mais EDF, c'était l'État à l'époque qui endettait, puisqu'EDF n'avait même pas le statut d'entreprise, c'était un EPIC. Donc, c'est une solution. Simplement, s'endetter aujourd'hui pour EDF, c'est pas facile, parce qu'EDF est déjà pas mal endetté. Alors, évidemment, la solution, c'est si EDF devient complètement public, et à ce moment-là, c'est un siècle, un service d'intérêt économique général, l'État peut donner des dotations en capital ou des subventions plus facilement. L'autre système, c'est les droits de tirage, les PPA, c'est-à-dire, au fond, c'est un peu ce qui avait été fait pour Fessenheim, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs opérateurs qui peuvent participer au financement et qui acquièrent des droits de tirage. Bon, ça peut être une solution qui permettrait, quitte à aller chercher, alors je ne sais pas s'il faut aller chercher les Chinois, mais on peut considérer que certains peuvent être intéressés. Et alors, il y a les 2 derniers systèmes qui sont intéressants. Alors là, il faut reconnaître, les Anglais nous ont mis un peu dans les problèmes avec leur libéralisation, puisqu'ils étaient en pointe. Mais maintenant, comme ils ont pris conscience, parce qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous, que le système va dans le mur, eh bien, ils sont en train de réguler, de mettre en place 2 systèmes tout à fait astucieux. Le premier, c'est le contrat pour différence, qui consiste à dire à l'opérateur, vous investissez, et moi, je vous garantis, quand la centrale sera connectée au réseau, que vous aurez un prix qui sera garanti et vous pourrez récupérer la mise. C'est ce qu'on appelle le contrat pour différence. Vous vendez au prix du marché. Si le prix du marché n'est pas suffisant, l'État vous donne la différence. Par contre, si le prix du marché est excessif, eh bien, vous donnez la différence à l'État. Bon, ça paraît logique puisqu'il y a réciprocité. Mais il y a mieux. Le mieux, c'est le dernier système. C'est ce que les Anglais appellent le RAB, ce que nous, on appelle la barre, qu'on connaît très bien puisque c'est le système qui est utilisé pour les réseaux. C'est-à-dire que finalement, chaque année, la commission de régulation dit voilà les investissements qu'il faut faire pour produire de l'électricité nucléaire. Et donc, on va répercuter ces investissements dans le tarif de l'électricité au fil du temps. Au fond, c'est ce que faisait très bien l'opérateur historique dans le passé. Bon. Mais cette fois, c'est la CRE qu'il fera pour l'ensemble. Et donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un financement, un peu comme les réseaux, ce qui veut dire que l'entreprise n'a pas besoin d'attendre, elle n'a pas besoin de s'endetter autant, elle n'a pas besoin d'attendre que la centrale soit raccordée au réseau pour commencer à récupérer la mise. Donc, c'est un système que les Anglais vont utiliser pour les nouvelles centrales à Sizewell, et je pense que c'est un système qui mérite tout à fait d'être exploré. Je pense qu'à l'heure actuelle, à la DGEC, c'est un système qui regarde de près parce que je pense qu'il a beaucoup de mérite. Alors, en conclusion, je dirais chose suivante. Le système électrique, dans le futur, très prochainement, enfin, c'est déjà le cas, doit faire face à 2 contraintes, un manque de capacité pilotable en pointe, et c'est de notre faute, on a fermé beaucoup de centrales. Il y a un excès d'électricité fatale d'origine renouvelable aux heures creuses. Donc on va gérer, je dirais, ça explique déjà cette volatilité. Il faut réformer le fonctionnement du marché pour éviter une volatilité excessive. Alors là, actuellement, beaucoup de gens cogitent comment on peut faire. Alors certains disent, il faut empêcher les centrales à gaz de participer au marché. Ben oui, mais comment vous passez la pointe? On ne va pas retirer les centrales. Alors, il y a des solutions. Bon, je ne vais peut-être pas les expliquer en détail, c'est un peu compliqué. Évidemment, il faut réformer le mécanisme de l'Arenh, qui est une sorte de spirale de la mort pour EDF, puisque plus EDF perd des parts de marché, plus il lui faut faire face à une demande élevée d'Arenh. Il faut arrêter de fermer les centrales pilotables en Europe, relancer évidemment la construction de centrales nucléaires et relancer également la 4e génération, sachant quand même que la transition énergétique va être coûteuse pour le consommateur. C'est à peu près la seule certitude qu'on a, c'est-à-dire que de toute façon, la transition énergétique sera coûteuse. Merci. On va passer aux questions, si vous permettez. Merci, M. Percebois. Monsieur Percebois, l'Arenh, vous faisiez partie du groupe de travail qui a préparé l'opération. L'idée quand même fondamentale de base de l'Arenh, c'était de dire
on va faire une offre au prix coûtant, sortie usine, de 100 TWh à des opérateurs alternatifs pour qu'ils puissent, d'ici 2025, puisque la date butée c'est 2025, investir dans des moyens de production, puisqu'il ne peut y avoir de concurrence qu'à la production. Bon, bien entendu, dans la loi NOM, ce petit point a été oublié. On ne parle plus d'investissement dans les moyens de production. Il n'empêche que c'est l'esprit de départ. On sait parce qu'aujourd'hui, il y a 80 ou 81, bon, là-dedans, il y en a 3 ou 4 qui produisent. Et puis, le reste, ce sont, moi, ce que j'appelle des prédateurs. C'est-à-dire des gens qui prennent sur l'arène quand l'arène est le meilleur marché, qui vont sur le marché quand quand le marché est plus bas que l'arène, et qui vendent à un tarif qui est proche du TRV, puisqu'ils indexent sur le TRV. Moyennant quoi, bien entendu, ils ont pris des clients à EDF, et la CRE, je dirais, si vous le permettez, hein, stupidement, ne parle de la concurrence que par les clients perdus par EDF, et non par les mégawatts installés qui ont été construits par les opérateurs alternatifs. Donc, aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Cette loi n'a pas apporté ce que l'on espérait, c'est-à-dire une concurrence à la production. Donc, moi, j'en tire la conclusion qu'il faut l'annuler. Ou alors, se mettre en situation de faire baisser les concurrents alternatifs, au moins les prédateurs, et ça on le sait, pour que d'ici 2025, il ne reste que les quelques-uns qui ont des moyens de production. Mais c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, si quelqu'un décide d'avoir un moyen de production, il ne sera jamais opérationnel en 2025, quel qu'il soit. Donc, je crois que la loi NOM est à abandonner. D'autant plus, et comme vous l'avez dit, que dans l'article 4, il y a un point très important dans la loi qui dit qu'on fera évoluer le prix du mégawatt au prorata de l'inflation et de la réalité des coûts de production du producteur, qui ont énormément augmenté avec le grand carénage, le post-Fukushima, etc. Ce décret n'est jamais sorti. Et personne n'en parle. Donc, moi, j'en suis au stade où je dis, pour aller plus loin, l'AREN enrichit des gens qui n'ont aucune valeur ajoutée dans l'économie française. À quoi ça sert? Voilà. Je crois qu'il faut l'arrêter. Monsieur Fouchier, oui. Vous avez raison. La Commission européenne a comme obsession qu'un marché fonctionne lorsqu'un indicateur qu'on appelle le fameux HHI, le Hirschman-Herfindahl Index, est relativement bas. Ça veut dire quoi? Ce HHI, je vous fais grâce de la formule, ça veut dire que, comme vous l'avez dit, plus l'opérateur historique se réduit, plus il perd des parts de marché, plus le système fonctionne bien. Alors, en Allemagne, les opérateurs historiques ont fait ça. En Italie, le législateur est même intervenu puisqu'il a plafonné la capacité d'Enel. Enel a dû vendre aux enchères une partie de ses capacités. En France, on a dit, rassurez-vous, on va voir que ça marche, puisqu'en effet, les entrants vont pouvoir conquérir des parts de marché. Mais ce n'est pas grâce à leur vertu, leur capacité, c'est parce que, je dirais, au départ, c'était vrai pour les premiers, parce que le prix du marché de gros était plus bas. Donc, le système a été mis en place dans un contexte où les prix de gros pouvaient être plus bas que le coût d'EDF. D'une certaine façon, on pouvait dire, on va inciter EDF à être performant. Simplement, le système ne pouvait pas marcher à partir du moment où le prix de gros sur les marchés augmentait. Alors, ce qui était prévu aussi, ce qui n'a pas été appliqué, vous l'avez dit, la CRE n'a pas respecté l'esprit, en tout cas, qui consistait à dire qu'il faut que le prix de l'AREN soit revisité tous les ans. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport Chamsor. Et deuxième chose qui n'a pas été respectée, c'est que c'est fait pour des consommateurs en France et interdiction aux fournisseurs de revendre l'AREN sur le marché de gros. Ils ne s'en privent pas, c'est ce qu'ils font. En fait, ils font des swaps.
Et donc, d'une certaine façon, vous avez beaucoup de fournisseurs qui revendent une partie de leurs droits d'arène sur le marché gros. En plus, c'est en effet une option, je dirais, asymétrique, parce que quand ils ne veulent pas d'arène, ben, ils n'en demandent pas. Si le prix de gros est plus bas que l'arène, que le 42, ils n'en demandent pas. Et non seulement, alors s'ils en ont demandé, alors si vous voulez, au départ, ceux qui ont investi un peu, vous avez raison, c'est Total, et par la suite, pas tout à fait au début, c'est Engie. Engie a investi et puis quelques filiales d'entreprises étrangères. Mais ensuite, Total a investi un peu dans des centrales à gaz. Mais les autres, ils n'ont pas du tout investi. Donc, c'est le problème. Alors, c'est vrai que le fait que la CRE n'ait pas revu, alors certains disent, oui, parce que le décret n'est pas sorti. Il y a eu un projet de décret, mais il n'a jamais été validé au niveau de Bruxelles. Probablement, je ne sais pas si la France a fait ce qu'il fallait pour que ce soit validé au niveau de Bruxelles. Toujours est-il que ce décret n'est pas sorti. Et donc, le décret étant pas sorti, la CRE dit, je n'ai pas la formule pour revisiter l'AREN. Bon, n'empêche qu'à l'heure actuelle, le gouvernement, il a dit, bon, je ne vais pas demander à EDF de le vendre à 42, je mets 46,2. Hein. Ils n'ont pas fait, ils ne sont pas allés, ils ont peut-être passé un coup de fil à Bruxelles en disant, on va monter à 46,2, mais dans le contexte actuel, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Bon, ça veut dire que s'ils avaient insisté, ce serait passé aussi. Oui, merci Monsieur Percebois pour votre exposé. Il y a une première question très ponctuelle. Dans ce que vous nous avez présenté, les prix de gros de l'électricité en Allemagne sont inférieurs à ceux de la France. Vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, c'est quelque chose qui est toujours surprenant. Alors, explication, le système français est beaucoup plus thermosensible que le système allemand. Donc, il y a une volatilité plus forte. Et alors, en Allemagne, des fois, ça chute fortement. On l'a vu en décembre. C'est parce que d'un seul coup, il y a une injection très forte d'éoliennes en Baltique. J'ai regardé les chiffres du 21 décembre et du 28 décembre. Le 21 décembre, les prix étaient quasiment à 600 € le mégawattheure. Plus de 500, on l'a vu tout à l'heure. Plus de 500 € le mégawattheure. Il faisait très froid, ce n'était pas encore les vacances, et la demande était très forte. Il y avait l'anticyclone des Açores qui durait depuis 3 semaines, il n'y a pas de vent. Une semaine après, les prix ont chuté. Et en Allemagne, ils ont chuté assez fortement. Et c'est dû au fait qu'à un moment donné, il y a une très forte injonction d'éoliennes. À cela s'ajoute le fait que les Allemands se sourcent aussi, quand c'est nécessaire, sur l'Europe du Nord. Et donc, ils achètent de l'électricité bon marché, notamment hydraulique, à l'Europe du Nord. Donc, effectivement, un ensemble de paramètres. Ma deuxième question concernait l'étude RTE. Alors, je crois qu'il faut quand même être conscient que notre part d'énergie totale consommée en France, elle va devoir baisser dans les 30 ans qui viennent, à la fois pour le climat et parce qu'on va être limité par le pétrole. Et par contre, j'ai eu la chance d'entendre un exposé du patron de RTE sur son étude, dans lequel il expliquait que finalement, le cas à 50% de nucléaire, il était parti des hypothèses, notamment d'EDF, même un petit peu majorées, et que c'était, d'après eux, la capacité maximale de nucléaire qu'on pourrait avoir en 2050, compte tenu effectivement des contraintes à la fois industrielles et financières pour pouvoir construire du nouveau nucléaire d'ici là. Donc aller au-delà, c'est vraiment très, très ambitieux. Alors ça c'est à mon avis une bonne question, parce que si vous voulez, vous avez les deux réponses. Hein. Vous avez ceux qui disent, dans l'état actuel des choses, 14 EPR, c'est bien, parce qu'on ne sait pas faire mieux, l'industrie française a perdu la main largement, il y aurait des problèmes de compétences, il faut refaire les compétences, etc. On ne pourra pas faire beaucoup plus. Et ceux qui disent, on a su le faire quand c'était nécessaire en 73-74, pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas le refaire? Bon, moi, je ne sais pas répondre à la question. Mais, si vous voulez, je pense qu'à partir du moment où on a su le faire dans un contexte qui était un contexte de choc pétrolier, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, ou choc gaz, vous l'appelez comme vous voulez, mais on est dans une sorte de choc. Bon, si on a su le faire dans le passé, pourquoi est-ce que l'industrie française ne serait pas capable aujourd'hui de refaire ce qu'on a fait? Mais je suis d'accord, c'est un des arguments qu'on trouve d'ailleurs chez EDF. Alors, ma réponse personnelle à cette question, c'est que pour avoir vécu un petit peu cette période-là au tout début de ma carrière, c'est qu'à l'époque, on construisait du nucléaire en ayant construit du thermique classique, en ayant construit de l'hydraulique, on avait énormément de compétences sur le sujet, on avait en plus un État qui planifiait, hein, et qu'aujourd'hui, ces compétences, effectivement, malheureusement, on les a un petit peu perdues. Deuxièmement, notre société n'est plus tout à fait la même. Et je dirais, l'ASN d'aujourd'hui et la manière dont nous, enfin, mes collègues d'EDF aujourd'hui prennent en compte toutes les contraintes de sûreté, n'étaient pas celles de l'époque. Ma dernière question,
et plus générale, c'est que finalement, vous nous avez présenté quelque chose sur lequel finalement j'arrive à comprendre et à comprendre un petit peu l'absurdité du système. Or, je dirais, nos gouvernants, qui sont quand même plus intelligents que moi et qui ont fait des meilleures écoles, et qui nous disent actuellement qu'ils font tout pour notre bien, ils n'ont pas l'air de vous suivre. Alors, quelles sont finalement leurs motivations? Quels sont les éléments extérieurs? Est-ce que c'est des aspects diplomatiques, économiques? Est-ce qu'il vaut mieux perdre dans l'électricité pour gagner ailleurs dans l'économie? Quelles sont finalement leurs motivations? Alors, je vais juste répondre encore sur l'ASN. Alors, vous avez raison sur un point aussi qu'il faut mentionner, c'est que au fil du temps, les réacteurs qu'on a construits sont soumis à des règles de plus en plus fortes. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit sur le PR de Flamanville, quand on a construit les réacteurs à l'époque, on n'avait pas une ASN, alors il n'y a pas d'ASN d'ailleurs au début, on n'avait pas l'équivalent qui nous mettait, je dirais, à chaque petit problème, la nécessité de… Bon. Alors, c'est vrai que si vous ajoutez en permanence des contraintes de sûreté supplémentaires, vous allez avoir un réacteur, je dirais, qui résiste à la chute de plusieurs avions en même temps avec un tsunami en parallèle, etc. Mais ce sera très bien sur le papier. Mais en fait, c'est un peu ça aussi le problème. C'est que le contexte juridique et institutionnel a changé. Alors, pourquoi est-ce que… Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'on est dans un système absurde. Mais premièrement, il faut bien voir qu'il y a une conviction, il y avait une conviction très forte que la libéralisation est porteuse de progrès et qu'il y a des domaines, non mais des domaines où ça a bien marché. Prenez la libéralisation dans les télécoms, ça s'est plutôt bien passé. Parce que dans les télécoms, si vous comparez le système ancien du ministère des Postes et Télécommunications, souvenez-vous, alors je ne sais pas, tout le monde se souvient de Fernand Reynaud et du 22 Asnières, mais il y a eu une époque quand même où en France, on n'était pas très performant sur le système des télécommunications. On l'est devenu très vite grâce aux investissements dans les années 70. Donc, la libéralisation a pu fonctionner dans certains domaines. Il y a une conviction profonde, je dirais, du marché et de l'idée qu'il faut interconnecter les différents marchés, que tout le monde, finalement, y gagnera. Et que, bon, je pense que un certain nombre de crises montrent qu'aujourd'hui, les préoccupations nationales l'emportent davantage. C'est-à-dire que certains se rendent compte que, je dirais, il faut peut-être aussi regarder les contraintes nationales. On voit bien qu'en cas de crise, quel cas en ce moment, eh bien, il y a un peu un repli sur la base nationale, hein, en disant il ne faut pas jeter tout le système d'ouverture à la concurrence, mais avec quand même, je dirais, la conviction qu'on est peut-être allé trop loin. D'ailleurs, je dirais, pour moi, le thermomètre, c'est les Anglais. Parce que nous, ceux-là en France, les politiques, ils ont tendance à dire, regardez l'Allemagne, l'Allemagne, ils sont au pied du mur aujourd'hui. Bon. Donc, mais regardez les discours politiques, c'est regardez l'Allemagne, etc. Moi, je dis regardez les Anglais. Alors, c'est eux qui nous ont, en quelque sorte, conduits sur cette voie un peu de garage, mais l'avantage, c'est qu'eux, ils ont compris qu'il fallait en sortir. Et donc, maintenant, ils nous montrent un peu le chemin. Donc plutôt que de regarder à l'Est, il faut regarder à l'Ouest. Merci, M. Percebois. Vous avez une phrase là qui m'a heurté un petit peu en disant « les gens, c'est difficilement compréhensible cette situation absurde ». Mais je pense que tout a été fait pour que ce ne soit pas compréhensible. Ma propre fille d'agent EDF est passée à la concurrence alternative, malgré son père qui n'osait pas dire grand-chose pour ne pas casser la famille. Bon, mais je pense que je ne suis pas le seul dans cette assemblée à avoir des situations pareilles. Et moi, je crois que, franchement, je vais vous le dire, le fond de ma pensée, j'appelle ça la course au Graal, l'intérêt individuel immédiat. Vous le prenez sous tous ses angles, l'intérêt, c'est déclinable sous toutes les formes, le caractère individuel, c'est moi, mon couple, ma famille, etc., ma race, ma classe sociale éventuellement, ma nation, pourquoi pas, mais tout de suite. Et vous avez un ami, qui est aussi le mien, Jean-Pierre Pervez, qui m'a envoyé un mail
il y a peu de temps en disant on va bientôt avoir nos oligarques. Et on les a, nos oligarques. Je prends l'exemple de la reine. La reine, c'est incompréhensible. Vous avez écouté une chaîne publique qui explique la reine? C'est incompréhensible. Ça ne se fait pas. Donc, mais la reine, moi j'ai lu un papier, émanant d'un alternatif. Équateur. Mais pour eux, c'est le Pérou. C'est tout. Alors, oui, les alternatives. Oui, ceci étant, il y a un élément nouveau qui est apparu dans le paysage quand même, c'est la préoccupation écologique. Le contexte a changé parce que le fort développement des renouvelables, des incitations au développement des renouvelables et la montée des préoccupations écologiques a fait que tout le monde a dit il faut aller vers ceux qui proposent des services verts, etc., etc. Ça a beaucoup joué, je pense, dans ce sens. Mais Jean Covici le décrit très bien, mais derrière, il y a des opportunistes. Ah bah oui. Hein, la fameuse conférence dont il parle à Copenhague, dans laquelle, sur l'éolien, la salle qui est constituée uniquement de gaziers dit l'éolien, c'est génial, l'éolien, c'est génial. C'est ce que j'appelle, moi, la collusion écolo-gazière. Ben, c'est certain que si vous développez beaucoup d'éolien, vous avez besoin de backup. Et le backup, aujourd'hui, pas depuis 15 jours, mais le backup, c'était les centrales à gaz. Ben oui. Il y a une question, j'en profite pour une autre question. J'en laisse un peu aux autres. J'aimerais bien que... Il faut lutter contre les monopoles, je suis d'accord. Je suis pour l'appropriation collective de mon droit de parole. Bon, mais, une question, comment est-ce qu'on peut valoriser les énergies renouvelables? Il serait vain, et je suis d'accord avec votre réflexion, il serait vain de dire on doit se passer de l'éolien, du solaire. Mais comment imaginer un système dans lequel il puisse y avoir une concurrence, puisque concurrence, il doit y avoir absolument, pour la mettre de façon ordonnée sur le marché? Est-ce qu'il ne faut pas obliger tout fournisseur d'énergie renouvelable d'avoir des capacités? Voilà, c'est un élément de réponse, vous l'avez donné, c'est-à-dire réserver l'accès à la reine à des fournisseurs qui ont déjà des capacités, qui s'engagent à les faire. Parce qu'autrement, c'est de la finance. Oui. Oui, c'est le service rendu, mais je suis d'accord. Oui. Je ne vous poserai pas la question que je vous avais promise là, sur les steppes, l'écart de prix entre le pompage et le turbinage, mais j'ai vu que sur beaucoup de vos graphiques, pour les ENR, vous avez mis un terme sur le stockage. Quel chiffre avez-vous pris pour cette valeur de stockage? On a pris ben, si vous voulez, c'est une étude. Alors, on s'est beaucoup appuyé avec Stanislas Pommeret sur une étude de la Banque mondiale qui donnait une moyenne des coûts de stockage, qui a fait une étude un peu transversale, des coûts de stockage, essentiellement par un système un peu de piles à combustible. Vous faites de l'hydrogène et puis un peu de piles à combustible et un peu de méthanation. Donc, ils avaient des coûts… Pas du tout d'eau? Non, alors, non, c'est pas d'eau, non, c'est pas des barrages. Ni batterie, ni eau? Si, un peu de batterie. Il y avait à court terme un peu de batterie, mais je ne sais plus complètement le chiffre en tête, et encore. Mais les chiffres sont assez modestes, hein, parce qu'on pourrait dire que c'est beaucoup plus. Le gris que vous voyez sur le graphique, il n'est pas si élevé que ça. Bon. Mais ce n'est pas d'hydraulique, c'est largement un peu de batterie et de l'hydrogène, avec des hypothèses assez optimistes sur la méthanation. Merci. Oui, merci. Moi, j'avais deux petites questions ou remarques. Une, c'est un peu du détail ou de l'habillage. La CSPE, ou plutôt la TIFCE maintenant, qui passe de 22 à 1 euro, qui descend. Mais les charges que c'était censé financer, elles existent toujours. Donc, est-ce qu'elles sont compensées vis-à-vis d'EDF par l'État, ou est-ce qu'elles passent simplement à l'AS et que EDF est censé les supporter? Dans la première hypothèse, si c'est censé être sur le budget de l'État, ça veut dire que tout ce que le client d'électricité économise, en fait, il le paye en tant que contribuable. Donc, alors, c'est pas tout à fait les mêmes, mais je ne sais pas quelle est la… Alors, réponse, il y a eu une réforme
qui fait que, sauf rares exceptions, le financement du surcoût des renouvelables n'était plus financé par la CSPE-TICFE, mais par la TICPE, c'est-à-dire par les taxes sur l'essence. Donc, ce sont les automobilistes, quand ils achètent de l'essence, du gasoil ou du fioul, qui payent pour financer les renouvelables, avec un grand principe, c'est moral, puisque vous achetez des choses polluantes, et avec, on finance le surcoût d'électricité verte. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas à 100% exact, parce qu'il y a une petite partie qui reste sur la TCFE quand même, hein, mais très largement, c'est la TICPE qui maintenant prend en charge. Alors, il faut voir aussi que les feed-in tarifs ont fortement réduit, parce qu'à l'heure actuelle, on a mis en place un système de complément marché. Alors, complément marché, quand les prix du marché s'envolent, il n'y a plus de complément. Hein. Bon, mais alors oui, alors là, alors en principe, c'est réversible, mais j'ai pas le texte. C'est une chose que j'ai essayé de regarder. J'ai pas vu, mais ça c'est une bonne question parce que j'ai pas la réponse juridique. Théoriquement, pas seulement sur le plan moral, mais même sur le plan juridique, parce que le moral, à la limite, c'est secondaire. Mais sur le plan juridique, quand vous avez un complément, c'est réversible si le prix est trop rémunérateur. Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de contrats feed-in tarifs qui sont sortis du marché. C'est-à-dire que on a mis des contrats de 15 ans, mais ça fait 15 ans qu'on fait des renouvelables. Donc, vous en avez qui sont hors marché maintenant. Alors, ceux-là, c'est tout bénef, parce qu'ils ont été aidés au bon moment, si j'ose dire, quand ils avaient besoin d'aide. Et maintenant que les prix s'envolent, c'est bingo. Oui, il y a une durée de vie limitée aussi. Oui, je suis d'accord. Oui, mais elle n'est pas de 15 ans. Le contrat est de 15 ans, mais la durée de vie est plus longue. La durée de vie, elle est liée essentiellement à l'obsolescence technique. Oui. C'est-à-dire que quand ils n'ont plus de pièces détachées, quand le fournisseur a disparu ou qu'il ne fabrique plus de pièces détachées, alors là, bon, ça disparaît. Mais tant que ça tourne, là, actuellement, c'est le jackpot. Hein. Pour les ENR, c'est le jackpot. Donc, mais celles qui sont en complément, je pense qu'il aurait fallu dire. Mais je pense, écoutez, j'ai essayé de vérifier sur certaines choses, il m'a semblé que oui. Comme j'ai pas, il faudrait interroger la CRE pour être sûr. Voilà. Mais je peux pas être complètement affirmatif. Alors, Georges, il a la parole. La compensation par rapport au marché, à l'époque, elle n'était pas adjective, si je puis dire, mais il gelait la prise en compte des jours de prix aberrants. Oui, il faut alors, soit en effet, il y a un plafond qui fait que quand c'est gelé, il n'y a plus de complément, soit si c'est trop rémunérateur, il reverse. Mais il y a des chances que ce soit cette solution qui soit retenue dans les contrats. Il faudrait vérifier. Alors, ma deuxième remarque, c'était pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, un peu sur les scénarios. Moi, personnellement, je regrette que dans l'étude RTE 2050, il n'y ait pas un scénario encore plus nucléaire, même s'il présente un paquet de difficultés industrielles, financières, etc. J'allais dire, ne serait-ce que pour faire le pendant des scénarios 100% renouvelables, dans lesquels je trouve que, alors, ce rapport, il a le grand mérite de faire apparaître effectivement toutes ces flexibilités quantifiées sur des bases, enfin étudiées sur des bases sérieuses, ça c'est très bien, mais en même temps, il est très pudique sur les difficultés, voire les impossibilités de ces flexibilités dans de très nombreux cas, donc dans les scénarios de gauche, là, extrême. Et en termes de, j'allais dire, de cohérence, de symétrie de l'analyse, avoir un scénario encore plus nucléaire, ce qui d'ailleurs aurait un avantage médiatique, politique, tout ce qu'on veut, qui est de dire, bah, je ne prends pas le scénario extrême, mais j'en prends un au milieu, qui est le plus pertinent en termes de compromis entre toutes les contraintes de nature diverse. C'est un peu dommage, quoi, parce que... Oui, on peut regretter, beaucoup ont regretté qu'il n'y ait pas un tel scénario. Sans penser qu'il soit forcément oui, celui qu'il faut choisir ou celui qui est réalisable, hein, c'est autre chose. Mais ouvrir le panorama.
Oui, simplement parler bien dans le micro parce que nos collègues qui nous suivent en distanciel ne peuvent pas entendre. Bonjour, merci de votre présentation. J'ai deux questions. La deuxième, je vous la poserai si la première réponse me convient. Je me place au niveau du producteur d'énergie. Aujourd'hui, les prix sont très élevés. Mes coûts de production, eux, n'ont pas augmenté d'une année sur l'autre. Je le fais de façon très simple. Je gagne donc beaucoup d'argent. À l'autre bout de la chaîne, je me place au niveau du consommateur, qu'il soit résidentiel ou industriel ou entrepreneurial. Là, j'en perds beaucoup. Enfin, je me mets en situation de mettre en péril mon activité ou de mettre en péril mon budget. Et on a vu il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, les effets que ça a produit au niveau social. Le fait de ne serait-ce que toucher à la mobilité ou au prix d'une des énergies. Cet écart de situation, est-ce que, il peut créer beaucoup de tensions très rapidement, et je ne vois pas de réactivité aussi rapide dans les projections qui peuvent être faites et dans les réactions des politiques. Voilà. Concrètement, je travaille à la Chambre de commerce. Il y a des appels d'entreprises qui sont en panique parce qu'elles se trouvent dans des situations inextricables. Donc, il va y avoir des situations inextricables, peut-être des faillites, voilà. Enfin, je pense que vous avez compris la situation que je vous décris. D'après vous, quel est le scénario à partir de ça? Alors, vous dites les producteurs, grâce à l'augmentation des prix, gagnent beaucoup. Ils n'en profitent pas tous nécessairement autant. Parce que, prenez le cas d'EDF, bien sûr, EDF, c'est vendre de l'électricité qui n'est pas vendue à l'arène, etc., peut être vendue très cher, mais comme on a plafonné le TRV à 4% et qu'on demande à EDF de vendre une partie plus élevée de nucléaire, etc., EDF, de ce point de vue, en profite moins que ce qu'il pourrait en profiter. Sur ces tarifs réglementés. C'est une des réponses de Mme Pompili qui a dit EDF va avoir beaucoup d'argent, donc il faut participer. C'était un peu comme ça que les choses ont été présentées. Alors, c'est peut-être moins vrai pour les pétroliers, parce que quand le prix du pétrole monte, là, les pétroliers, en effet, ils gagnent beaucoup d'argent. Alors maintenant, ça se répercute. Alors, les alternatives, c'est un peu plus compliqué, parce que vous avez aujourd'hui des alternatives qui, je dirais, ont pensé que le système allait durer, je dirais, un peu sur la trajectoire qui était la sienne. Et aujourd'hui, quand ils ont des contrats à prix fixe et qu'ils sont obligés de se sourcer s'ils ne se sont pas couverts sur les marchés à terme, ils sont mal. Il y en a quelques-uns, à mon avis, qui vont faire faillite. Ça va peut-être d'ailleurs, je dirais, assainir un peu le marché, comme disent certains. C'est ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, vous avez beaucoup d'alternatives qui ont mis la clé sous la porte. Alors, en France, il y en a 2, je crois, pour l'instant. Il y en a plus que ça? Moi, j'en avais 2 ou 3. Bon, probablement plus que ça. Alors, dans d'autres domaines, c'est vrai que, on pourrait dire, si vous êtes producteur de gaz ou producteur de pétrole, je dirais l'augmentation des prix vous est favorable parce qu'elle ne suit pas l'augmentation des coûts. L'augmentation des prix, très importante, elle est due à une conjonction de facteurs aussi. Hein. C'est le fait qu'il y a une incertitude, il y a un peu de spéculation sur les marchés. Il y a aussi le fait, il ne faut pas l'oublier, qu'on a beaucoup réduit les investissements dans l'exploration pétrolière. Ça, c'est très important parce que les producteurs, on dit aux producteurs, écoutez, faites un effort, vous, les pays, produisez davantage. On ne peut pas toujours produire davantage, on n'a pas nécessairement la ressource parce qu'on n'a pas fait tous les investissements. Ça fait des années que vous nous dites que vous allez quitter les fossiles, hein, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Ne nous demandez pas de faire une augmentation drastique, je dirais, de la production, d'autant qu'on n'a pas fait les investissements. Et beaucoup de compagnies pétrolières, alors ce n'est pas tout à fait vrai le cas aux États-Unis et en Europe. En Europe, beaucoup de pétroliers ont investi dans les renouvelables. C'est-à-dire, regardez Total, ils investissent beaucoup dans les renouvelables, ils continuent à investir dans le pétrole et le gaz.
Aux États-Unis, les pétroliers, ils investissent toujours dans la recherche pétrolière, mais ils font des gros efforts dans le captage du CO2. Ils ont une stratégie complètement différente. Hein. Plutôt que de dire je sors en faisant de l'électricité, ils disent je fais confiance à la technologie de demain qui permettra la capture et le stockage du CO2. Bon, c'est deux points de vue un peu différents. Je caricature, c'est pas aussi simple que ça. Alors maintenant, le problème, c'est en effet l'augmentation du prix de l'électricité d'un côté, du prix du pétrole, du gaz de l'autre, ou des produits pétroliers. Ça impacte les autres, les agriculteurs, les transporteurs, tout le monde, les consommateurs domestiques bien sûr, mais aussi les industriels. Et là, eux, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous voulez, la solution que certains envisagent, c'est là aussi, il faut les aider en supprimant les taxes, ou il faut bloquer, etc. Mais on ne peut pas bloquer tous les prix, ou alors on est dans une économie complètement planifiée, ce qui n'est pas le cas. Donc, si vous voulez, même à l'approche des élections présidentielles, on ne peut pas uniquement faire confiance à la baisse de la TVA. Les gens disent qu'il faut baisser la TVA. Oui, mais il faut bien que l'État ait des recettes fiscales quand même derrière, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si du coup, vous avez votre deuxième question. Merci pour votre réponse. Bon, la deuxième question, oui, alors sur les scénarios à 2050. J'aurais voulu vous parler il n'y a pas du tout d'évocation de la solution de la fusion nucléaire. On est capable de mobiliser 12 milliards d'euros au niveau mondial pour ce programme-là. Et on prévoit, ne serait-ce qu'en France, d'investir 50 milliards d'euros, donc un seul pays, sur des moyens de production sur le nucléaire. Pourquoi est-ce que cette énergie prometteuse n'est-elle pas plus... pourquoi ne mise-t-on pas plus sur cette énergie-là? L'horizon 2050, c'est court, et j'aurais tendance à dire ce que disent beaucoup de scientifiques qui connaissent la question, puis moi je ne suis pas un spécialiste de la fusion nucléaire, c'est l'énergie de fusion, elle a un avenir et elle continuera à avoir un avenir. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a encore, je dirais, des améliorations fondamentales, c'est de la physique fondamentale et de la technologie, c'est pas au point. On sait faire la fusion. Apparemment, si vous voulez, il y a encore des goulots scientifiques importants. On n'a pas de matériaux pour, je dirais, gérer ces hautes températures. Donc, en tout cas, 2050, je suis d'accord, il ne faut pas y compter du tout. Oui, il n'y a pas que des problèmes de financement. Moi, j'ai deux questions très courtes. Naïvement, question de compréhension, moi, je croyais qu'il était illégal de vendre à perte. Or, c'est bien ce qu'on est en train de demander à EDF qui achète de 250 et qui revend à 46. On est dans l'égalité la plus totale, là. Il n'y a pas quelque chose à faire. Et la deuxième question, qui est aussi très simple, le financement du nouveau nucléaire. Pourquoi on ne demande pas aux alternatifs de financer, s'ils ont accès à la REN, qui cofinancent le nouveau nucléaire, comme on l'avait fait avec Fessenheim, qui avait aussi 3 ou 4 investisseurs. Donc, si on veut demain faire un marché concurrentiel sur la production et pas uniquement sur la finance, on ne peut avoir des concurrents que s'ils participent au financement des capacités de production. Alors, réponse à votre deuxième question, ils n'ont pas la surface financière. Les petits qui profitent de la REN, je dirais, c'est des gens qui n'ont pas la surface financière. C'est des profiteurs, quoi. Ils n'ont pas les moyens, ils pourraient... Oui, mais moi je parle de Total, d'Engie, d'Iberdrola. Ah, alors ça c'est autre chose. On pourrait, si vous voulez, on pourrait en effet demander aux gros fournisseurs mais peut-être qu'ils seraient intéressés. La question n'a pas été posée pour l'instant. Hein. Ils seraient intéressés. N'oubliez pas qu'Engie était intéressé par financer du nucléaire. Hein. Oui, c'était assez loin à un moment donné. Total l'avait fait à un moment donné, ils sont revenus en arrière. Mais on pourrait concevoir qu'ils le fassent. Je pense qu'ils seraient partants. Oui. Alors, sur votre première question, vente à perte, en fait, si vous voulez, le montage fait que ce n'est pas considéré comme une vente à perte. En fait, à EDF, vous vendez à tel prix. Simplement, comme EDF n'a pas la marchandise, si j'ose dire, elle est obligée, je dirais, de demander aux autres de lui vendre. Si vous voulez. Donc, vous avez deux actes, un acte d'achat, un acte de vente, et il n'y a pas le lien entre les deux. Donc, ce n'est pas considéré comme une vente. Non, mais juridiquement, non, mais c'est important parce que juridiquement, si vous allez devant
je dirais, une juridiction, c'est pas considéré comme une vente à perte. C'est quand même un peu comme la reine qui est transformée en garantie d'origine et en électricité verte. Oui, mais Il y a des gens qui écoutent en distanciel qui ne t'entendent pas. Je dis que c'est un peu comme la reine que certains alternatives prennent et revendent avec des garanties d'origine comme de l'électricité verte. C'est magnifique. Ça s'appelle un bel habillage. n'oubliez pas quand même que le système est prévu dans la loi, si vous voulez, pour attaquer. Je crois qu'il faut avoir conscience que si vous voulez attaquer des décisions, vous attaquez une décision par rapport à une législation. D'ailleurs, je vous signale que ceux qui l'ont bien compris, c'est les producteurs d'électricité nucléaire en Belgique, parce qu'ils ont essayé d'attaquer à chaque fois les décisions du gouvernement, mais la Cour constitutionnelle a dit que c'est à la fois équitable et légal. Donc, si vous voulez, sur le plan juridique, on vous répond en juriste. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que les tribunaux vous répondent en juriste, en fonction du droit. En fonction du droit, pas nécessairement en fonction de la justice. Ça peut vous paraître injuste, l'important c'est que ce soit légal. Bonsoir, un immense merci pour cette présentation extrêmement stimulante. J'avais une question sur la toute dernière diapositive où on parlait de financement du nouveau nucléaire et sur la dernière colonne où on parlait de base d'actifs régulés, la fameuse BAR ou RAB en anglais, qui indiquait qu'il pouvait y avoir des financements au fil de l'eau. Ce qui m'a perturbé, c'est comme pour les infrastructures de réseau, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer dans ma vie professionnelle précédente, puisque je travaillais à la Commission de régulation de l'énergie, où j'ai dirigé pendant une dizaine d'années les questions d'infrastructures de réseau. Donc, les bases d'actifs régulés, je n'en suis peut-être pas la plus grande spécialiste, mais disons que j'ai dû y travailler, et il me semblait qu'à minima sur les réseaux, ce qui n'a pas été le cas pour l'AREN et le calcul des TRV, nous n'incluions pas les investissements au fil de l'eau. C'est-à-dire, on les fait entrer dans la base d'actifs régulés et ensuite ils sont payés par le consommateur au fur et à mesure. Et donc, c'est bien ce que fait une entreprise classique vis-à-vis de ses clients. L'entreprise qui a investi dans une usine, elle ne fait pas payer à ses clients le prix de l'usine l'année de l'ouverture de l'usine et encore moins 2 ans avant quand elle commence à avoir des coûts mais pas encore de production. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça résoudrait le problème du besoin d'emprunt sur les marchés. C'est-à-dire, quand bien même on dirait que le nouveau nucléaire est, comme les réseaux, une facilité essentielle, complètement régulée, donc ça, les modèles existent parfaitement, il suffit de l'appliquer à une nouvelle activité, donc il y a certainement des difficultés technico-économiques, mais enfin, sur le principe, on sait faire. Mais en quoi ça résoudrait le problème d'investissement, d'emprunt sur les marchés donc, pourquoi ça résout le problème posé? Voilà, merci beaucoup. Alors, pour qu'on soit d'accord, dans la base d'actifs régulés, on prend, je dirais, l'amortissement. Par exemple, moi j'ai suivi ça en particulier dans le gaz, parce que j'étais à GRT Gaz à un moment donné. Dans le gaz, on prend les investissements passés, c'est-à-dire on regarde dans l'année qu'est-ce qui va être dépensé, et la CRE donne son autorisation pour des investissements nouveaux, sachant que ce n'est pas l'année T qu'on va introduire tous les investissements de T+2, T+1, T+2, etc. Donc, il y a bien une base qui tient compte du passé, donc de l'amortissement, et du début des investissements nouveaux. Puis on y ajoute un WACC. Une fois qu'on a la WACC, une fois qu'on a la base, on calcule avec un WACC et on a, je dirais, les CAPEX. Puis on y ajoute les OPEX. On est d'accord là-dessus. Alors, l'avantage, ça ne résout pas tout le problème de l'endettement. Simplement, c'est au fil de l'eau parce que ça a comme avantage, c'est que l'entreprise n'est pas obligée auprès du financier de prévoir, je dirais, l'enveloppe totale. Elle peut très bien, ça facilite, elle peut n'emprunter une année T que la quantité pour l'année T. Si elle va sur le marché, elle est obligée de prévoir quand même un endettement pluriannuel. Donc, de ce point de vue, ça devrait réduire un peu la quantité empruntée. Vous n'êtes pas convaincu?
Si, en admettant qu'une nouvelle centrale coûte 10 et qu'elle s'amortit sur 40 ans ou 20 ans, peu importe, disons 20 ans, ce qui serait déjà très optimiste, la base d'actifs régulés dans son CMPC+, etc., ce sera classiquement 10% par an. Oui. Donc, vous n'aurez comme revenu que 10%. Donc, il va bien falloir emprunter pour les sur 20, faudra bien emprunter l'investissement initial qui ensuite sera, vous aurez la recette après. Oui, mais quand EDF... Vous n'aurez que 10% la première année, 10% la deuxième année, 10%, etc., etc. Mais quand EDF empruntait sur le marché américain pour financer le programme nucléaire, EDF était obligé de vérifier que le marché allait suivre. Donc, ils avaient un accord de principe pour emprunter, je dirais, 2 fois ce qui était dépensé chaque année ou 2-3 fois ce qui était dépensé chaque année. Ils empruntaient davantage. Ça ne résout pas. Si vous voulez, l'autre avantage, alors là, il est important, c'est que c'est le consommateur qui paye au fur et à mesure. L'entreprise n'a pas à attendre que la centrale soit raccordée au réseau. Si on l'utilise comme pour les investissements de réseau, si. Il ne rentre dans la base d'actifs qu'une fois mis en service, ou à 1 an près ou 6 mois près. Si. Et maintenant que je régule les transports, la question se pose pour SNCF Réseau, la base d'actifs n'inclut que les investissements une fois qu'ils sont mis en service, c'est-à-dire que le consommateur ne paye pas pour un service qu'il n'a pas, ce qui a quand même une certaine logique. C'est mon exemple tout à l'heure de l'entreprise qui ne fait pas payer à ses consommateurs une usine qu'elle est en train de construire et sûrement pas les 2-3 premières années. En tout état de cause, elle l'amortit sur de nombreuses années. Et donc, il n'y a que quelques cas très particuliers dans la juridiction française, en tout cas aujourd'hui, qui sont certains cas dans les aéroports où on peut faire préfinancer les investissements par le consommateur. Mais c'est vraiment des cas très particuliers liés à une activité où, grosso modo, ce ne serait pas finançable autrement. Mais ça reste un cas très particulier. Justement, on se pose beaucoup de questions économiques sur la pertinence de ça. Mais par exemple, si on construit un réseau, alors moi j'ai les réseaux de gaz, j'avais regardé le projet notamment IT4 qui revient actuellement sur le devant de la scène. Si on dit on va faire le tuyau entre la France et l'Espagne, on ne va pas attendre que le tuyau fonctionne pour prendre le tuyau dans la base. Dès le début, EDF, GRT Gaz aura l'autorisation de la CRE de construire ce tuyau, va investir une certaine somme. Alors, cette somme, elle va peut-être rentrer en N+1 ou N+2 dans la barre, mais on ne va pas attendre que le tuyau soit complètement fini pour le mettre, si? Je ne suis pas une spécialiste du gaz parce que je me suis occupée d'électricité, mais en électricité, si. Quand RTE construit une interconnexion avec je ne sais pas quel pays ou une ligne 400 ou 225, si, il faut attendre qu'elle soit opérationnelle pour entrer dans la barre, d'une part, et ensuite, il faudra 20 ans pour qu'il envoie l'amortissement et la rémunération du capital. Donc, c'est bien pour ça d'ailleurs que RTE a une énorme activité d'emprunt auprès des marchés sous tout un tas de formes obligataires, enfin prêts classiques, enfin une activité financière qu'autrefois EDF avait et qu'aujourd'hui RTE a. Le seul élément pour lequel c'est extrêmement facilitant, c'est que quand vous arrivez, que ce soit pour SNCF Réseau, peut-être un jour, si ça devient un jour une entreprise presque normale, mais à minima pour RTE, Enedis dans un cas un peu particulier, ils arrivent face à des financiers en disant, regardez, moi j'ai un régulateur qui sur les 20 dernières années a été raisonnable, il n'y a pas eu de coup de yo-yo, il n'y a pas eu de choses bizarres, donc mon risque régulatoire est faible et je suis parmi les seules entreprises au monde qui connaît à la fois son chiffre d'affaires qui a une très bonne idée de son chiffre d'affaires sur les 20 prochaines années, ce qui leur permet d'avoir une compréhension du risque très fine et donc des taux d'emprunt extrêmement bas. Alors pourquoi les Anglais disent avec Sizewell, ça va être beaucoup plus simple qu'avec Hinkley Point, parce qu'au lieu d'avoir le système des contrats pour différence, on aura le système de la base d'actifs régulés qui va permettre d'échelonner, je dirais, la récupération des investissements. Mais là, c'est le renouvellement des installations, c'est pas quelque chose en plus. On remplace une ancienne par une nouvelle. Parce que l'inconvénient de la barre,
L'inconvénient du contrat pour différence, c'est que le risque est transféré de l'opérateur vers le contribuable. Parce que si le prix de gros devient, je dirais, pas suffisant durablement, comme l'État s'est engagé à un prix fixe, le strike, à ce moment-là, c'est l'État, c'est le contribuable qui paye. Bon, ça c'est clair. Avec la barre, on dit le risque est transféré sur le consommateur, ce qui est logique, parce que comme c'est le consommateur qui, au fil du temps, va financer, hein, au fur et à mesure que la CRE ou la commission de régulation, peu importe, donnera son autorisation, c'est le consommateur qui prend le risque. C'est-à-dire qu'une dérive des coûts sera supportée par le consommateur final. Mais justement, l'argument des Anglais, alors on vérifie tout ça, mais l'argument des Anglais, c'est avec la barre, on récupère, je dirais, ils appellent ça le pass-through, ils récupèrent, je dirais, au fil de l'eau. Alors, si comme vous le dites, ils doivent attendre que Sizewell soit construit, je ne vois pas l'intérêt de la barre par rapport au CFD, contrat pour différence. S'il vous plaît. Mais moi, je suis intéressé par vos remarques parce que moi, ce que j'avais lu sur Sizewell, c'est justement qu'on récupérait au fil de l'eau. Ben non, mais il n'y a pas de raison si on veut l'appliquer. Ouais. S'il vous plaît, vous nous avez montré. RTE, une activité régulée. Oui. Vous nous avez montré les courbes d'évolution des prix sur 24 mois environ. Je suis très surpris qu'on en soit arrivé là. Parce qu'il y a des gens qui pensent, vous avez dit les paramètres, les raisons, c'est l'augmentation de la demande. On sait très bien quelle va être la demande en Europe dans 3 ou 5 ans. C'est décrit et tout ça. Les températures basses, on ne peut pas dire que cet hiver, il y a eu des températures basses. Qu'est-ce que serait si ça avait été les années 85 ou 87? Moi, où je suis surpris, c'est qu'il y a des gens qui pensent ce qui va se passer dans 3 ou 5 ans et que les décisions, les bonnes décisions, n'aient pas été prises il y a 3 ou 5 ans en arrière. Parce que tous les paramètres, il n'y a pas de paramètres exceptionnels en Europe actuellement, notamment au mois de décembre. Je suis très surpris que les bonnes décisions n'aient pas été prises. Si vous voulez, c'est le problème de la planification, de la programmation. On a une PPE qui est plus ou moins, enfin qui n'est pas très coercitive, qui est un peu indicative. C'est-à-dire qu'on dit voilà les orientations générales, mais c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de concilier ce que l'État souhaite et ce que le marché fait. Et si vous voulez, dans l'ancien système, c'était facile, c'était l'entreprise publique qui faisait la planification et faisait l'exécution. Donc, il faisait tout. Il connaissait son marché et son évolution de marché. Et c'était ça l'important. Aujourd'hui, je dirais, on veut que le marché conduise à des résultats qui correspondent à ce que la collectivité souhaite, mais en sachant que le marché, il est très sensible au court terme. Le gros problème, c'est que les signes envoyés par le marché ne permettent pas de faire des investissements à long terme. Ça, vous demandez pas. Voilà. Je voudrais faire l'écho à des personnes qui nous ont suivis en distanciel. Il y a eu quand même une 60aine de personnes en distanciel et pas mal de questions techniques. Alors, je vais vous en poser une là, qui a été posée à un auteur là, concernant l'évaluation des coûts marginaux. La question, c'est est-ce que l'évaluation des coûts marginaux intégrant les coûts de réseau est susceptible de remettre en cause l'accès prioritaire au réseau de l'éolien et du solaire, ce que vous nous avez montré, puisque c'est alors le nucléaire qui présente le coût marginal le plus faible, dit-il. Donc, intégration donc, du coût de réseau dans cette évaluation. C'est pas vraiment le coût de réseau, c'est le coût système. Oui. C'est un peu différent. Le coût système, c'est éventuellement le coût du stockage, le coût de l'équilibrage du réseau. Mais si vous voulez, quand on dit coût de réseau, on peut penser au TURP. C'est pas le TURP, il est pris à part. Hein. D'accord, ok.
Et alors, une autre question concernant l'évaluation du prix du mégawattheure. Donc, l'auditeur dit comment tenir compte de l'effet d'éviction dans l'évaluation du prix du mégawattheure? Effet d'éviction, j'imagine que c'est l'effet d'évassement. Oui, alors j'ai fait une étude qui est parue avec justement le collègue du CEA, Stanislas Pombret, qui est paru dans The Energy Journal. On a fait une étude pour évaluer le coût de l'éviction des renouvelables sur le nucléaire, sur EDF. Alors de mémoire, parce que je n'ai pas exactement le chiffre en tête, le manque à gagner, c'est-à-dire le fait qu'à certains moments on arrête du nucléaire pour laisser passer du renouvelable, on l'avait évalué à peu près à 5 milliards d'euros par an. C'est énorme. Non, on avait pris les années 2019, 2018-2019, et on avait fait de la simulation en disant s'il n'y avait pas eu les renouvelables, qui aurait été le prix, etc., qu'est-ce que le nucléaire aurait fait et quel est le manque à gagner du fait de l'éviction. L'éviction, c'est ça, c'est le nucléaire s'efface devant de l'électricité prioritaire. Peut-être une dernière question sur le marché de capacité. Le marché de capacité, enfin c'est toujours un auditeur qui pose cette question, le marché de capacité force les fournisseurs à garantir la disponibilité de moyens de production. Est-ce que ce système ne fonctionne-t-il pas bien pour inciter à investir? Pour l'instant, on n'a pas une grande expérience, probablement pas suffisant, mais parmi les réformes possibles, certains pensent que, je dirais en caricaturant, le marché de gros pourrait jouer un rôle plus marginal, rester un peu un marché d'appoint et faire plus de place au marché de capacité, d'autant que, dans le futur, les investissements vont être des investissements pour lesquels les coûts qui vont compter, ce sont les coûts fixes, pas les coûts variables. Dans le passé, c'était le cas d'EDF, le mix électrique d'EDF était un mix avec largement des centrales thermiques, avec des coûts marginaux très différents entre les centrales à charbon, les centrales au fioul, les centrales au gaz. Aujourd'hui, avec les nouveaux investissements, si vous prenez les renouvelables, l'éolien, le solaire, et si vous prenez le nucléaire, dans les 3 cas, vous avez beaucoup de coûts fixes. Par conséquent, si vous allez à la limite, si vous avez que du nucléaire ou que à la limite, si vous prenez que des renouvelables, la tarification ou la logique du coût marginal, ça ne marche pas puisque vous êtes en coût marginal nul tout le temps. Oui. Donc, si vous voulez, la réponse à ça, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas revoir tout le système? C'est probablement une des réformes possibles, faire jouer un rôle plus grand au marché de capacité, parce qu'au fond, le marché de capacité, il rémunère le kilowatt, alors que le marché de gros, il rémunère le kilowattheure. Merci beaucoup. Je crois que je vais passer la... Eh bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Monsieur Percebois, merci bien pour cette réunion, cette conférence. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a passé 1 heure en présentation et presque 1 heure en discussion et en échange. Et c'était le but que l'on recherche à travers nos réunions débat. En tout cas, il y a encore beaucoup de questions, mais merci beaucoup parce qu'on a une contrainte horaire. Messieurs, dames, à la prochaine réunion.